Alors, bonsoir à tous et merci. Pardon, je vais faire une petite parenthèse sur le plan technique. Discord, j'entends des bip bip chaque fois qu'il y a une sorte de notification qui me vient dans les oreilles et je crois que ça passe dans mon micro. En fait, non, 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 les petites notifications sont pour les gens qui se connectent dans le salon ou se mutent ou se démutent. Donc, ne vous Ah, inquiétez pas, on entend, d'accord. tout le monde est Ok, parce d'accord. que je me suis mis des écouteurs sur les oreilles pour pas que le bruit de mes enceintes soit renvoyé. Bon, donc merci évidemment à tous de me recevoir et surtout pour Julian Assange, qui est un sujet que j'essaie de défendre depuis 2 ans maintenant, à temps presque plein, et qui est une affaire qui est, à mon avis, au cœur de pas mal de problématiques, y compris de l'actualité récente ici en France. C'est fou comme l'actualité peut rattraper les choses comme ça. En guise de préambule, j'aime préciser la chose suivante. La première anomalie dans cette affaire Assange, c'est que ce soit moi qui soit en train de vous en parler. Ce n'est pas que je n'ai pas une haute estime de moi-même, mais je suis connu dans certains milieux, l'Amérique latine, sur Cuba, le Nicaragua, l'Amérique centrale en général. Cette affaire ici devrait vous être présentée et devrait être défendue par tous les ténors de la presse, euh, je vais dire mainstream, par des figures journalistiques représentatives de la profession. Je suis un journaliste citoyen, il m'est arrivé d'écrire quelques livres, de diriger la création de quelques documentaires, mais franchement, c'est pas à moi de défendre la cause d'Assange. Ça, c'est la première anomalie qui devrait mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Nous sommes en train de parler, et ce n'est pas moi qui parle, de la plus importante affaire juridique sur le journalisme du siècle. C'est pas mon terme à moi, c'est le terme des journalistes d'investigation qui suivent cette affaire. En guise de préavis, je vais vous dire que à peu près tout, je vais essayer de faire en sorte et de vous expliquer à quel moment je passe de l'un à l'autre. D'une manière générale, tout ce que je vais vous dire, ce ne sont pas des opinions personnelles, ce sont des opinions et des analyses qui ont été recueillies et des faits qui ont été établis par les journalistes dont certains noms, je pourrais vous les citer tout à l'heure. À un moment donné, je vais probablement passer sur ce que j'appellerais des opinions plus personnelles. Et ça, j'essaierai de faire la distinction pour qu'on comprenne bien que Victor, là, qui est en train de vous parler, il essaye de se faire la porte-voix des gens qui sont bien plus grands que lui. Je suis juché minusculement sur des épaules de géants dans cette affaire. Alors, pour bien raconter une histoire, il paraît, d'après les écrivains, ceux qui ont l'habitude d'écrire des romans, il paraît que pour bien écrire une histoire, il faut savoir soigneusement choisir le début. À quel moment est-ce qu'on la commence? Moi, j'ai pour habitude, lorsque j'essaye de faire une présentation de fond, de commencer à une date qui va vous paraître loin, mais on va vite avancer et vous allez comprendre pourquoi. Je remonte jusqu'au 11 septembre 2001 et les fameux attentats aux États-Unis qui ont été le point de départ d'un basculement général dans le monde occidental en tout cas, des médias et du pouvoir en général. Les attentats de 2001 auront marqué ce siècle par plusieurs événements, mais les deux qui vont nous intéresser ici, c'est le premier, c'est le recours à des lois de plus en plus liberticides au nom de la guerre contre le terrorisme. Cet ennemi sans visage, qui n'est pas un ennemi d'ailleurs, comme certains aiment le préciser, le terrorisme est un phénomène et pas un groupe identifié. Et donc ces lois, le Patriot Act aux États-Unis notamment, et un peu partout, et maintenant ça y est, on les voit arriver en France avec le léger retard habituel, ça commence aux États-Unis, ça vient en France, des lois liberticides de plus en plus sévères, profitant de différentes crises. Concrètement, ce qui s'est passé depuis 2001, c'est une explosion littérale de tout ce qu'on peut appeler le appareil sécuritaire, forces de sécurité, services de renseignement, la police et même l'armée.
qui profitant, évidemment, les lobbies différents, profitant de cette affaire d'attaque terroriste et d'ambiance délétère, ont commencé à prendre un pouvoir démesuré. Un pouvoir démesuré, à l'heure où je vous parle, je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais il y a quelques années de ça, on parlait de plusieurs millions de personnes aux États-Unis qui travaillaient pour les services de renseignement. Plusieurs millions. Le caractéristique principal auquel on assistait, c'était qu'ils opéraient de plus en plus dans une simple secret. Ils avaient de moins en moins de comptes à rendre. Pour beaucoup d'entre eux, on ne savait même pas qu'ils existaient. Ils s'étaient donné des pouvoirs, pour la plupart déclarés beaucoup plus tard inconstitutionnels, recueil de renseignements, violation des vies privées. Il y avait une sorte de dérive qui s'instaurait et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Accompagnant cette dérive des organismes officiels, il y a aussi toute une panoplie, un aéropage incroyable lorsqu'on commence à le découvrir, de sociétés privées qui, même elles, ont acquis, de par leurs relations, de par le fait d'être des sous-traitants et d'acquérir en quelque sorte le pouvoir qui leur est accordé par le fait de travailler en sous-traitance, des sociétés privées dont, pareil, on n'avait jamais entendu parler, dont certains ont, par exemple, comme Stratford, je crois que c'est 110 000 salariés. C'est épouvantable et incroyable que ces sociétés puissent comme ça, privées qui plus est, sans même parler de la partie publique ou officielle, privées, prendre une telle ampleur. Je parle de Stratford parce que Stratford a été à la pointe du combat contre Julian Assange, a été un des concepteurs de la stratégie que je vais vous décrire, stratégie établie dès 2010, avec un scénario écrit pratiquement à l'avance et qui a été pratiquement respecté à la lettre. Donc tout ce que nous allons voir n'est pas le fruit du hasard, n'est pas un enchaînement fortuit d'événements, c'était bien une stratégie qui a été mise en place et qu'on peut trouver d'ailleurs, où ça, devinez, dans les dossiers de Wikileaks, qui a publié les courriers internes de Stratford en question. Donc Wikileaks savait depuis longtemps quelle était la stratégie qui avait été mise en place. Ça, c'est le premier phénomène, donc cette explosion des services de renseignement. En fait, d'une manière générale, que le pouvoir s'arroge le droit de devenir de plus en plus occulte au nom du combat contre le terrorisme, et qu'en même temps, le public, l'opinion publique que nous sommes, devenait de plus en plus transparent. Nos vies sont fliquées, nos gestes sont surveillés, tout ce que nous faisons est repérable, traçable, alors qu'en même temps, les pouvoirs politiques, eux, s'arrogent le droit de considérer que tout ce qu'ils font devient de plus en plus secret et couvert de plus en plus par le secret. La pente glissante de cette situation, c'est-à-dire des pouvoirs qui n'ont de compte à rendre à pratiquement personne, nous la connaissons. Les dérives, les malversations, rien d'étonnant à ça en fait. Donc le pouvoir d'un côté, il aurait pu y avoir l'espoir, et ça c'est le deuxième phénomène auquel on a assisté, d'un contre-pouvoir par les médias. Ceux qui sont trop jeunes ne s'en souviendront pas, mais en 2001 et à partir de 2001, on a vu un phénomène qui s'est vu même attribué un nom, d'une forme de journalisme qui ne prétendait même plus à faire œuvre d'objectivité, qui devant la menace et la terrifiante terrorisme intellectuel qui s'était instauré, une chape de plomb qui s'était instaurée sur l'Occident, George Bush avait déclaré « vous êtes pour nous, avec nous ou contre nous », il y avait un véritable peur qui régnait même dans les rédactions des grands journaux. On a vu apparaître ce qu'on a appelé le embedded journalism, chose qu'on pourrait traduire par le journalisme embarqué. Concrètement, ça signifiait que les journalistes se faisaient amis avec les troupes d'invasion qui étaient en train de mener des guerres
illégale, se faisaient photographier avec leur gilet pare-balles et leur casque au pied des chars avec les soldats et participaient joyeusement, en fait, à la curée, au massacre, en ne faisant même plus semblant d'avoir un recul sur le phénomène. Les journaux étaient devenus des porte-voix de l'option guerrière. Pendant ce temps-là, il y avait des millions de personnes qui manifestaient partout dans le monde. Je crois que c'était les plus grosses manifestations pacifistes jamais vues dans le monde, mais rien n'y a fait. La guerre a été donc menée à son terme et la propagande sur ces guerres-là a été magnifiquement assurée par les journalistes mainstream, qui d'ailleurs étaient à mots couverts menacés d'être accusés de trahison si jamais ils émettaient des doutes quant à la justification de ces guerres. Il y avait donc une véritable chape de plomb. Nous avions donc des pouvoirs d'un côté qui explosaient en force, en taille, et d'un autre côté, le pseudo-contre-pouvoir de la presse qui s'effondrait pour ne devenir plus qu'une farce et un scandale en ce qui me concerne. C'est là qu'intervient un gars, un Australien, un génie de l'informatique, qui dès l'âge de 16 ans avait réussi à hacker des ordinateurs militaires, je crois. Il avait eu affaire à la justice en Australie, mais comme c'était un hacker gentil, bah, il volait rien, il ne cassait rien, il se contentait de rentrer dans les serveurs qui lui étaient normalement interdits. Il décrivait cette action, et j'aime bien cette image, c'est pour ça que je le reprends, comme avoir la sensation de se tenir au milieu d'une cathédrale la nuit tout seul. Et c'est tout ce qu'il faisait en fait. Plus tard, il aidera la police australienne à démanteler des réseaux pédophiles de par ses connaissances. Et très jeune, il se fera connaître dans les milieux internationaux de l'informatique comme un génie de la cryptologie, ayant lui-même plusieurs brevets déposés et plusieurs éléments de codage qui font fonctionner l'Internet d'aujourd'hui. Il est le fondateur d'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet en Australie qui existe encore aujourd'hui, qui est un fournisseur d'accès fait particulièrement pour les gens qui ont très peu de moyens, pour ne pas dire les pauvres. Son altruisme, donc, était visible dès le départ. Ses premières actions ont été orientées vers l'aide auprès des gens. Ce n'est pas quelqu'un qui a tiré profit de ses découvertes, c'est quelqu'un qui aurait pu finir dans le Silicon Valley, milliardaire aux côtés des Zuckerberg et compagnie, mais qui a choisi une autre voie. Si vous allez et étudier les interviews qu'il a accordées, les premières qu'on peut trouver sur Internet, on constate un fil conducteur, en tout cas c'est un fil conducteur que j'ai constaté, c'est qu'il a une obsession pour les injustices. Quand je dis une obsession, disons que c'est une préoccupation très forte. Il revient assez fréquemment dessus. Il a une préoccupation forte pour la protection des gens. Il est l'inventeur, par exemple, d'un système pour protéger les ordinateurs des journalistes qui leur permettent de protéger leurs ordinateurs, mais sur plusieurs couches. Une première couche, classiquement protégée par un mot de passe, mais si le journaliste est arrêté, et disons dans un pays peu respectueux des droits de l'homme et torturé pour qu'il donne son mot de passe, eh bien, il pourrait donner une mot de passe et les autorités pourraient accéder à son ordinateur, mais ne sauraient pas, ne verraient pas, ne comprendraient pas qu'en réalité, il y a une deuxième couche de sécurité, des répertoires invisibles auxquels on doit accéder par un deuxième mot de passe ou un troisième mot de passe, etc. Donc, pour enlever la pression d'un journaliste qui serait impliqué dans des enquêtes délicates et lui éviter d'avoir à subir les foudres, il y avait cette astuce qui est très intelligente, à mon sens, qui consiste à dire donnez-leur un minimum et protégez le reste par un deuxième niveau de mot de passe. C'est un peu la même technique qui consiste, comme pour les habitants de Rio, je connais la ville de Rio de Janeiro, face à la criminalité, qui vous disent il faut toujours avoir un billet de quelques merde, je me souviens plus de la monnaie, mais peso, on va dire, en poche, comme ça, si vous faites braquer, vous le donnez tout de suite, alors que le reste de votre argent est bien planqué ailleurs. C'est un peu cette même démarche, comme ça.
C'était quelqu'un donc qui était excessivement obsédé par les problèmes de cryptologie, de pouvoir communiquer en toute sécurité sans forcément être surveillé ou contrôlé par les autorités de quelque pays que ce soit. Il avait aussi une autre obsession, et on va voir que tout ça va se combiner, c'est que la vérité est un élément essentiel pour prendre des bonnes décisions. Une de ses phrases clés est « Un peuple mal informé prend de mauvaises décisions ». Ça paraît évident, mais il faut encore le dire en ces termes-là. Et donc que les pouvoirs, d'une manière générale, devaient être tenus à la transparence. Alors, petite parenthèse, Julian Assange n'est pas un anarchiste qui rêvait de détruire le système. C'était quelqu'un qui était profondément attaché à la justice, comme je l'ai dit, à la démocratie, et particulièrement très anti-guerre. Une autre de ses formules célèbres, c'est « Si les guerres sont déclenchées par des mensonges, la vérité peut être préservée, la paix peut être préservée avec la vérité. » Et donc, c'est quelqu'un qui, très tôt, avait une sorte de conscience politique qu'on ne pourrait pas classifier forcément de gauche ou de droite, mais en tout cas, liberté d'expression peut-être, mais certainement que le public a le droit de savoir ce qui se passe et comment fonctionnent les grandes institutions de ce pays, de ce monde, que la transparence devait être la règle pour ces institutions et que les zones réservées au pouvoir étaient tellement limitées, et il le reconnaissait qu'il y en avait, étaient tellement limitées que, à la limite, c'était hors sujet. Bien sûr qu'on ne va pas publier les codes d'accès à l'arme nucléaire. Bien sûr qu'on ne va pas révéler des informations sur des opérations en cours. Par contre, et c'est un raisonnement et c'est un débat qui, à mon avis, mériterait d'être ouvert, c'est jusqu'où peuvent-ils prétendre, sachant que nous parlons de gens qui agissent en notre nom avec un mandat officiel. Quelle est la justification et à partir de quand peuvent-ils prétendre que ce qu'ils font ne doit pas être connu par les gens qui les ont mis là, en théorie, au pouvoir? Alors, comme il a souvent de bonnes idées, il théorise la chose suivante. Puisque ces services de sécurité, et au sens large, hein, services de renseignement, police, armée, hein, puisque ces services de sécurité prennent de plus en plus d'ampleur, c'est-à-dire concrètement embauchent de plus en plus de gens, que leur comportement devient de plus en plus obscur, que les médias ne font plus du tout leur travail de contre-pouvoir, la seule possibilité pour lutter contre les dérives était de faire en sorte et de faire le pari qu'à l'intérieur de ces organismes, statistiquement, par la simple probabilité des chiffres, des gens se lèveraient, constatant les abus et les dérives de l'institution, de l'organisme dans lequel ils travaillent, se lèveraient donc pour dénoncer des faits ou des actions. Mais se pose un problème dans ce cas-là qu'on comprend rapidement. Si quelqu'un, un lanceur d'alerte dans ce cas-là, décide de prendre action, eh ben, le constat, il est que généralement, sa vie est pourrie. À partir de ce moment-là, s'il s'en réfère à ses supérieurs, c'est délicat parce que ses supérieurs sont généralement pas très loin de la responsabilité de ce qu'il veut dénoncer. Suivre les procédures internes, c'est joli sur papier, mais en pratique, ça veut dire quoi? Donc l'idée, c'était de leur dire, et si on leur garantissait un anonymat? Voilà l'idée. En leur garantissant un anonymat, on leur garantissait aussi le fait que rien ne pourrait leur arriver, et c'était une manière de les inciter à dénoncer des abus. Et on parle bien d'abus, parce que les gens se disent souvent, mais oui, révéler la vie privée des gens, mais il n'a jamais été question de révéler la vie privée de qui que ce soit. Wikileaks n'a jamais publié des photos de princesses au sein nu sur une plage. On est en train de parler d'officiels dans le cadre de leur mandat et du travail qu'ils sont censés faire, qui est censé représenter la population. Donc, il crée un organisme qui s'appelle Wikileaks. Pardon, il crée l'idée d'un site internet qui s'appelle Wikileaks, parce que l'organisation, c'est autre chose, c'est une société de presse
qui s'appelle Sunshine Press, dont le siège se trouve à Reykjavik, en Islande. Déjà, ici, on fait tomber le premier idée qu'on colporte, c'est que Wikileaks n'a jamais été une organisation secrète. La maison de presse est officiellement déposée, et c'est une société de presse, et bizarrement a même été reconnue comme telle lors d'un autre procès. L'histoire de Wikileaks a été entachée, marquée par des dizaines et des dizaines de procès partout dans le monde, aux États-Unis même, où un juge fédéral a bien jugé et reconnu que Wikileaks était une organe de presse. Wikileaks était un organe de presse, est toujours une organe de presse, au même titre que l'on peut dire du Canard enchaîné ou de n'importe quel grand journal. La particularité, en fait, c'était la construction technique, la technologie mise en œuvre, qui est d'une simplicité telle qu'on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Mais, pour ne pas lui enlever du mérite, il y avait quand même de la prouesse technique derrière. Vous le savez, quand on se connecte sur Internet, tout ce qu'on fait est visible pour ceux qui veulent le voir. Chaque geste qu'on fait, chaque site que l'on visite, bon, c'est pas simple de rester anonyme sur Internet. Le site Wikileaks, qui invente la sécurité SecureDrop, qui ensuite va être diffusé et offert gratuitement à toute la presse. Il y a environ aujourd'hui une centaine de journaux qui utilisent la technologie SecureDrop, mais pas avec les mêmes effets, vous le constaterez. Ce site arrive sur le marché, si je puis dire, en 2006-2007. Pour la petite histoire, le nom de domaine est déposé chez OVH et ça a été créé en France. D'où l'intérêt pour nous en France aussi, un peu, de s'intéresser à l'affaire Wikileaks. Donc Wikileaks apparaît sur le marché, si je puis dire, en offrant et en garantissant plusieurs choses. Par les prouesses technologiques qui passent par les réseaux Tor et de la cryptologie et des flux cryptés d'informations, première chose, lorsqu'on se connecte à Wikileaks et que l'on soumet un document, personne, mais alors personne ne sait d'où est venue la connexion à Wikileaks, ni ce que contenaient les documents que vous venez de soumettre. Le lanceur d'alerte était donc absolument et définitivement protégé à 100%. Ce qui pose évidemment un problème de l'autre côté. Vous recevez des documents d'une source anonyme, comment savoir que ce n'est pas du bidon? Et c'est là que l'on découvre, si je puis dire, ou que je vais vous faire découvrir, que Wikileaks en fait était une organisation d'un réseau composé d'un réseau d'une centaine de journalistes, chacun spécialisé dans ses domaines, et de techniciens, informaticiens très pointus, dont le travail consistait à faire une enquête d'analyse, un travail d'analyse très approfondi, pour s'assurer que ce qu'on venait de recevoir, ils doivent en recevoir à mon avis régulièrement, que ces documents n'étaient pas bidons. On peut vous fabriquer des emails à partir d'un programme et les transmettre que nenni, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ce n'est pas un site où on balance des informations, c'est un média, un organe de presse à qui on confie des documents. Ils vous garantissent l'anonymat et en échange de ça au public, ils garantissent l'authenticité de ces documents. 10 millions de documents plus tard, parce que Wikileaks a bien diffusé 10 millions de documents, pas un seul n'a été remis en cause quant à son authenticité. Je crois qu'il n'y a aucun organe de presse au monde qui peut se targuer d'avoir un tel pourcentage de réussite et certainement aucun organe de presse au monde qui peut se targuer d'avoir eu un tel volume, une véritable bibliothèque d'Alexandrie du fonctionnement intime des institutions à travers le monde et de sociétés privées et de tonnes de choses comme ça qui restent encore à découvrir. Il y avait un troisième engagement de Wikileaks. Donc le premier, c'était garantir l'anonymat, le deuxième, c'était garantir l'authenticité, et le troisième, c'était une sorte de contrat moral passé avec les lanceurs d'alerte, et c'est un point important pour la suite. La garantie, l'engagement moral était que, puisque le lanceur d'alerte, malgré tout, a pris des risques, Wikileaks s'engage à publier effectivement, une fois avoir
une fois après avoir vérifié leur authenticité, va s'engager à les publier. Il n'était pas question de dire, tiens, je vais les planquer dans un coin et on verra bien. Donc, anonymat, authenticité, et c'est publié. Avec évidemment la clause, si ça présente un intérêt pour le public. Ce qui, bien entendu, était sous-jacent, si je puis dire. Voici le cadre donc de Wikileaks qui, en 2006-2007, va apparaître comme un objet non identifié dans le réseau, dans l'univers médiatique, qui réussit un premier coup en 2006-2007, des documents kényans qui lui sont accordés, qui lui sont donnés, qui provoquent d'ailleurs au Kenya la chute du gouvernement, des émeutes et un sacré effet. Mais l'heure de gloire, si je puis dire, de Wikileaks va arriver en 2010. Qu'est-ce qui se passe en 2010? Wikileaks, qui opère principalement à Reykjavik, en Islande et en Europe, traversons l'Atlantique, ou plutôt, allons plutôt du côté de l'Irak, un soldat du nom de Bradley Manning à l'époque, qui est un agent du renseignement, c'est pas un simple soldat, c'est un agent du renseignement militaire, voit passer de plus en plus de rapports officiels qui contredisent de plus en plus la version officielle du déroulement de la guerre. C'est-à-dire que il voyait passer devant lui des rapports qui décrivaient des crimes de guerre et qui le choquaient et qui a tenté, et c'est là que je rattrape ce que je disais au début sur les lanceurs d'alerte, qui a effectivement tenté d'alerter ses supérieurs sur ce qui se passait. Il a reçu non pas une fin de non-recevoir, mais carrément l'injonction de se taire. Bradley Manning, pas content, ne se laisse pas compter, va tenter de contacter les grands médias américains pour leur offrir certains documents qu'il pense devraient les intéresser. Notamment un document que tout le monde cherche. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un document classifié du tout, mais on savait que quelques années auparavant, des journalistes de Reuters avaient été tués à Bagdad. Reuters, évidemment, le savait. Le responsable de cette équipe en avait évidemment entendu parler, qui d'ailleurs, ce responsable est venu témoigner au procès d'Assange. Et que la version officielle qui leur avait été donnée, c'est qu'ils avaient été tués dans des feux croisés dans une opération de combat. Mais le journaliste de Reuters, qui était responsable de ces journalistes à Bagdad, savait, comme tous les journalistes le savent, que toutes les opérations militaires américaines sont filmées. Or, si des Américains ont participé à cette opération où 2 journalistes de Reuters sont morts, pourrait-il, s'il vous plaît, consulter la vidéo en question? Bah non. Comment ça, bah non? Bah on ne sait pas où elle est. Bah, vous l'avez mal classée, elle est, je sais pas, on ne sait pas où elle est. Tout ça pour dire que c'était pas un document classifié. C'est juste un document qu'on avait, comment dire, perdu. Mais ils ont insisté, puis finalement, un jour, ce document est arrivé, la vidéo, bah oui, ça y est, on a retrouvé la vidéo, a-t-on dit à Reuters. Et ils leur ont présenté la vidéo très courte, quelques secondes, où on voit un journaliste, vraiment, oui, on voit le journaliste s'accroupir et viser avec sa caméra qui aurait pu être pris pour une arme, d'où la confusion. Oui, c'est terrible ce qui est arrivé, son comportement a été vraiment condamnable, ou alors c'est un accident malheureux. Et la version était restée comme ça. Quand le journaliste a demandé s'il pouvait voir toute la vidéo, on lui a dit qu'il n'y avait rien d'autre, ou que non. Bref, Wikileaks, mais pas seulement Wikileaks, tous les gens dans ce milieu de travaillant sur les renseignements, la guerre, les informations, cherchaient un petit peu le sacré Graal, si je puis dire, cette vidéo de cette confrontation complète pour qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé, parce que la version officielle ne semblait pas vraiment coller à ce qu'on croyait savoir.
ou ce qu'on supputait. Bradley Manning, je crois, de mémoire, de manière pratiquement fortuite, tombe dessus, dit mince, ça c'est le truc que tout le monde est en train de chercher. Il contacte donc Washington Post, qui fin de non-recevoir, New York Times, fin de non-recevoir. Il entend parler de Wikileaks, contacte Wikileaks, a établi un contact, échange avec un pseudo. Aujourd'hui, on prétend être Julian Assange, mais on ne saura jamais si c'est vrai. De gens qui lui disent « Oui, ce que tu as là nous intéresse. Est-ce que tu as autre chose ?»« Ah oui, oui, dit-il, j'ai des tas de choses en fait. » Et Bradley Manning fournira ce que deviendra la plus grande révélation jamais publiée de l'histoire du journalisme, à la fois les documents sur l'Irak, l'Afghanistan, et Wikileaks obtiendra plus tard les fameux Cablegate, mais tout ça pour l'année 2010. Ce que Wikileaks fait, constatant le volume phénoménal des documents qui viennent de leur tomber dessus, on parle de centaines de milliers pour chacun de ces lots, se dit que c'est un travail de titan, on ne peut pas balancer ça comme ça. Il faut faire un travail de rédaction, un travail de protection des noms et des gens qui sont mentionnés. On va essayer de faire ça avec un certain, comme on dit dans le jargon du cinéma, avec un peu de teasing, une bande-annonce, pour donner, parce qu'ils savent comment fonctionnent les médias, pour un peu attraper leur attention. Donc, ils se concentrent sur la vidéo, parce que c'est des images, parce que c'est graphique, parce que ça bouge. Et de façon ironique, c'est Julian Assange qui donnera un nom à cette vidéo. Il appellera Collateral Murder, meurtre collatéral. Ça renvoie à une expression de l'armée à l'époque et des médias que lorsqu'on apprenait, les rares fois où on apprenait que des civils avaient été massacrés par un bombardement indu ou mal ciblé, il répondait dans le communiqué officiel, ce sont des dommages collatéraux. Par une sorte de, je glisse ça sous le tapis et on n'a pas fait exprès, monsieur, on n'a pas fait exprès, mais pas exprès une fois, pas exprès deux fois. Donc, collateral murder, meurtre collatéral, deviendra le objet de présentation de tout ce qui allait suivre. Wikileaks d'ailleurs fait un travail de journalisme autour de cette vidéo pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut s'assurer que cette vidéo que l'on a, je vous ai dit qu'ils garantissaient l'authenticité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient littéralement une équipe sur place, à l'endroit apparemment filmé, interroger les gens pour savoir si ces images qu'ils ont correspondent bien aux événements que les gens dans le quartier ont vécu. Ils ont la confirmation que cette vidéo est bien celle que tout le monde était en train de chercher. Et par la même occasion, d'ailleurs, ils apprennent à certaines personnes ce qui était advenu de leurs proches, parce que certains ne savaient même pas ce qui s'était passé, ni comment ils avaient été tués. Alors cette vidéo, qu'est-ce qu'elle montre en fait? Elle montre des piétons, un groupe de personnes filmées par un hélicoptère Apache, de loin, de très loin, apparemment ils ne le voient pas, ne l'entendent pas, qui suppose que la caméra que tient un des journalistes à la main est une arme, qui demande l'autorisation de tirer, qui tire à distance des énormes balles. On voit, si vous connaissez la vidéo, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais insister probablement sur le reste de la vidéo, qu'il faut avoir vu en complet. C'est pour ça d'ailleurs que l'armée ne voulait pas le voir, parce que là où les choses se corsent, si je puis dire, c'est que les pilotes, à part de rire et de pousser des petits cris comme des gamins à un jeu vidéo, achèvent les blessés au sol et tirent sur les secours aussi qui se présentent pour sauver ou aider les gens qui sont tous à terre. Ce qui en lui-même, ce geste de tirer sur les secours constitue un crime de guerre. Et donc la version officielle qui consistait à dire eh ben non, ils ont été malheureusement tués par des tirs croisés dans une opération militaire, etc., tombée. Et Reuters, par la même occasion, et le responsable de la station, de ces journalistes, apprend la réalité
que ses journalistes, ses amis avaient été abattus de sang-froid. Il raconte d'ailleurs dans son témoignage que pendant des années, il avait la culpabilité, un sentiment de culpabilité d'avoir été un peu responsable de la mort de ces gens-là, de ces hommes et des autres Irakiens qui étaient là, et que en pensant que c'était un peu la faute du caméraman qui aurait fait quelque chose d'erroné, un geste stupide, de prendre la position d'un tireur avec une caméra dans un pays en guerre. Alors quand on voit la caméra, le film complet, on comprend en fait que pas du tout. Il s'accroupit pour se mettre à l'abri des tirs qui avaient déjà commencé. Donc Wikileaks, son premier coup d'éclat, c'est ça. Et les premières mesures de répression commencent et seront probablement à la hauteur du risque encouru. Pourquoi je parle de risque encouru? Réfléchissons un instant à ce que représente le modèle Wikileaks, simple par son fonctionnement, mais tellement redoutable en termes de résultats, de conséquences. Vous proposez à des gens à l'intérieur des systèmes corrompus, donc des initiés, avec des documents officiels de l'organisme ou de l'entité elle-même, vous leur proposez, vous leur offrez la possibilité de dénoncer des choses de façon totalement anonyme. Je crois bien, maintenant c'est moi qui parle, que les organismes en question, l'armée, les pouvoirs, notamment américains, puisque c'est d'eux qu'il s'agit sur cette affaire-ci, ont absolument compris et tout de suite la véritable menace existentielle que représentait Wikileaks. Si on n'a pas compris que Wikileaks représentait une menace existentielle pour ces gens-là, pouvoir être dénoncé et être vu pour ce qu'on était réellement et de façon totalement anonyme, ne pouvant même pas exercer un chantage ou des pressions sur les dénonciateurs, les lanceurs d'alerte, il y allait de leur existence même. En tout cas, c'est probablement ce qu'ils se sont dit. Et la répression s'est abattue immédiatement à une task force, comme on dit, s'est constituée en Virginie de 120 agents des 12 services de renseignement principaux des États-Unis. Il s'agissait d'abattre Wikileaks et d'abattre Julian Assange, d'écraser l'opération dans l'œuf. Donc ça a tout de suite commencé. En tout cas, le plan a tout de suite commencé. Et c'est là qu'on voit entrer en scène l'entreprise Stratford, dont personne n'avait entendu parler, dès 2010 ou 2011, Wikileaks, parce qu'il y a eu un lanceur d'alerte à l'intérieur de Stratford, balance les courriels de Stratford. Je crois que leur dossier s'appelle The Spygate ou The Spy Files, les fichiers d'espionnage, où on voit les responsables, parmi autres choses, en train de discuter sur la meilleure moyen de assassiner le character assassination de Julian Assange. Et comment lui rendre la vie impossible, comment le poursuivre en justice d'un pays à l'autre, où qu'il soit, où qu'il aille, comment pourrir la vie de tous ses proches jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, jusqu'à ce que... Pourquoi s'en prendre directement à lui ou à l'organisation? Mais parce que quand on ne peut pas faire tomber un site de façon technologique, et Wikileaks ne peut pas tomber, ou s'il tombe, il y a des plans alternatifs prêts à être mis en œuvre au cas où, et que de toute façon, si on faisait tomber celui-là, la technologie étant ce qu'elle était, d'autres pouvaient surgir ailleurs. Non, il fallait donner une leçon, un exemple, montrer au monde que ce genre de modèle, le modèle Wikileaks, n'était pas viable de leur point de vue, qu'il était hors de question que quelqu'un ait l'idée saugrenue d'essayer de répéter quelque chose à cette échelle-là et avec cette constance-là et cette détermination-là, cette détermination consistant à ne pas céder à aucun chantage, à aucune menace. Donc la machinerie va se mettre en place et à un moment donné, ça c'est maintenant moi qui parle, Julian Assange étant un type formidable et incroyablement intelligent,
mais quand on est en lutte contre les 120 agents des 12 services de renseignement américains et que la plupart des puissances occidentales semblent être d'accord avec cette idée, il y a des limites à ce qu'on peut faire pour se protéger. Déjà à l'époque, en 2010-2011, il devait voyager avec un sac à dos, jamais dormir 2 fois dans le même chambre d'hôtel. Il avait 7-8 téléphones constamment sur lui. Il était toujours accompagné de quelqu'un qui filmait ses faits et gestes, non pas parce que c'était un narcissique, mais parce que comme ça, si quelque chose lui arrivait, ce serait filmé, s'il était enlevé ou tué. Et que la présence d'une caméra, pensait-il, pouvait atténuer les possibilités pour lui qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Il va se rendre en Suède pour une conférence organisée par le Parti chrétien-démocrate. Lors de cette conférence qui devait durer 1 semaine, je vais essayer d'aller vite. Là, l'affaire est complexe. Vous allez être obligé de me faire confiance sur mes affirmations. Nous avons toutes les références et toutes les preuves de ce qui est avancé, certaines ayant été découvertes assez tôt par Stefania Omarizzi, qui est une journaliste d'investigation de la Repubblica, un grand quotidien italien, qui doit être le dernier grand quotidien qui s'intéresse encore à l'affaire Assange. Donc tout ce que je vais vous dire est étayé, et certains ont été démontrés il y a déjà plus de 10 ans, et sont passés complètement inaperçus. Julian Assange, donc, fait un séjour d'1 semaine prévu en Suède pour une conférence. À cette époque-là, c'est déjà un star mondial. Il a déjà fait la une de plusieurs magazines comme l'Homme de l'année. Il est mondialement connu. Il a des aventures sexuelles avec 2 femmes qui l'hébergent à tour de rôle. Il continue de l'héberger d'ailleurs après les faits incriminés qu'on verra plus tard. Et qui, les 2 femmes, auront des rapports sexuels non protégés. J'ouvre une parenthèse parce qu'en Suède, dans le droit suédois, des rapports sexuels non protégés s'appellent un viol mineur. Minor rape. Alors, je traduis de l'anglais parce que je ne connais pas le terme suédois. Mais ça s'appelle, c'est punissable par la loi, des rapports sexuels non protégés. Dans un cas, c'était exprès, dans un autre cas, c'était un accident, apparemment. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Les 2 femmes, ayant eu ces rapports non protégés, décident de voir si on peut empêcher Julian Assange de rentrer en Angleterre, où il devait présenter les fameux vidéos dont je viens de parler, et lui faire un test de dépistage du sida. Elles se rendent à un commissariat, les policiers les interrogent, rédigent un compte-rendu de l'interrogatoire, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et ces interrogatoires sont disponibles sur Internet, ont été fuités, je les ai traduits en français, et pour faire les choses courtes, il n'y a pas que les femmes qui sont interrogées, d'ailleurs la police va finir par interroger tous les participants à ce congrès, tous les témoins, et le mot viol n'est pas prononcé une seule fois, le mot violence n'est pas protégé une seule fois. La seule chose que ces femmes cherchaient à obtenir, c'est que Julian Assange fasse un test du sida. Mais voilà-t-il pas que dès le lendemain, il apprend, comme tous les Suédois, un tabloïd suédois, donc l'affaire avait été fuitée par la police, que Julian Assange est recherché pour viol. Lui-même l'apprend. Il se rend de lui-même à la police, ne comprenant pas trop ce qui se passe. On peut voir son interrogatoire d'ailleurs aussi, qui est publié sur Internet, traduit par mes soins en français. Et la procureure principale de Stockholm déclare l'affaire close, il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu violence, tout ça c'est les tabloïds qui nous inventent un truc. Monsieur Assange, vous pouvez partir. C'est important aussi ce détail parce qu'on dit qu'il a fui la justice, pas du tout. La justice lui a accordé. Il a attendu patiemment et la justice lui a dit qu'il pouvait partir. Et voilà-t-il pas qu'en Angleterre arrivent donc les premières publications, tous ces pavés dans la mare que Wikileaks commence à lancer. Et voilà-t-il pas qu'une deuxième procureure, dont l'histoire retiendra le nom, j'espère, en tout cas, je lui cite son nom régulièrement, va savoir si un jour elle ne portera pas plainte pour diffamation, mais on verra bien, on se retrouvera devant un tribunal, Madame Ni.
une procureure qui s'appelle Marianne Ny, Marianne comme le prénom français, Ny, N-Y, qui décide, alors qu'aucun élément nouveau n'apparaît, qui décide de rouvrir non pas une enquête, puisque enquête il n'y a pas, mais une enquête préliminaire, ce qui, ce point de vue technique, veut dire quelque chose de précis et rien en même temps. Lorsqu'on fait une enquête préliminaire, personne n'est accusé de rien, on est juste en train de vérifier s'il n'y a pas matière à. Et une enquête préliminaire, normalement, ça dure 14, 15 jours, un mois peut-être. Ici, on va voir une enquête préliminaire battre tous les records jamais connus qui va durer littéralement 7 ans. Marianne Ny, donc, décide de rouvrir ce cas. À la question qui lui est posée, pourquoi elle le rouvre, elle répond, je veux poser des questions à Julian Assange. Quelles questions? Ah, ça me regarde. À quelles questions n'aurait-il pas répondu? Ça me regarde. Mais par contre, je veux qu'il vienne ici en Suède pour répondre aux mêmes questions. Répondre aux mêmes questions, apparemment. C'est là que les choses commencent à se corser, parce que la Suède a une habitude de faire du rendition. Rendition, ça veut dire qu'on attrape un mec dans la rue, recherché par les Américains, et hop, on le met dans un avion, on le renvoie. Pas de procès, pas de machin, c'est de kidnapping. Ce que les Américains, après, dans la période post-11 septembre, s'étaient rendus coutumiers. On parle d'une dizaine de milliers de personnes à travers le monde qui auraient été emmenées ainsi dans des trous noirs, disséminés un peu partout. Guantanamo, c'est le trou noir le plus connu, mais il y en avait en Pologne, il y en avait dans les différents, il y en avait en Syrie, je crois, oui, Syrie, il y en avait en Irak, évidemment, il y en avait en Afghanistan, oui, bien sûr, il y en avait dans les îles, les bases militaires de Diego Garcia, il y en avait même en Libye, qui rendait service aux Américains à l'époque, en offrant des salles de torture, et donc, les renditions, des gens kidnappés, d'ailleurs, une de ces personnes, kidnappée dans la rue, qui n'avait strictement rien à voir avec cette affaire, est venue témoigner aussi au procès de Julian Assange. Donc, elle va émettre un mandat d'arrêt contre Julian Assange qui refuse de se rendre en Suède en demandant, en fait, il ne refuse pas, il va demander simplement que la Suède lui garantisse qu'il ne fera pas l'objet d'un enlèvement et d'une extradition vers les États-Unis. Les États-Unis qui jusqu'à présent n'ont pas bougé, hein, officiellement, ils n'ont pas porté plainte, il n'y a aucune affaire en cours, ils sont juste en train d'examiner la possibilité. Et Marianne Ny, bizarrement, refuse de lui donner des garanties. En gros, avec le prétexte, puisque personne n'a porté plainte, comment voulez-vous que je vous garantisse que vous ne serez pas extradé dans la mesure où je ne sais pas quel est le contenu de l'extradation. Enfin bref, non. Alors Assange dit, bah, je ne retourne pas en Suède. Ah, mais il faut que vous veniez, monsieur. Non, je ne vais pas. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser par écrit, par vidéoconférence, via mes avocats. Vous pouvez envoyer une procureure ici. Et toutes ces options qu'offre Julian Assange sont des options qui ne sont pas extraordinaires du tout, qui sont des options couramment employées entre la justice suédoise et la justice britannique. Les procureurs, le fait qu'un procureur suédois se déplace physiquement pour interroger quelqu'un dans le cadre d'une enquête préliminaire, si je me souviens du chiffre, ça a déjà été réalisé assez récemment, ces dernières années, plus de 40 fois. Donc, c'est pas comme si Assange demandait quelque chose d'extraordinaire. Mais Marianne Ny s'entête, exige sa présence, voyant son refus, émet un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt est assez extraordinaire parce qu'il est, je crois que je pense être peut-être le seul en France à l'avoir lu, pourtant il est disponible, parce qu'elle reformule, pour justifier le mandat d'arrêt, elle va reformuler le témoignage des femmes qui racontent des scènes, parce qu'on leur a demandé de les décrire, relativement banales, si je puis dire, parce que c'était pas le but de leur visite, il n'y avait pas de viol. Elle reformule ça pour ne pas faire passer comme un viol, en fait. Elle commet une écriture en faux, un faux en écriture, je ne sais jamais comment on dit. Et ce mandat d'arrêt sera le début de toute cette histoire et de tout cet incroyable piège qui va se refermer sur Julian Assange, dans lequel il se débattra dans un monde surréaliste où même les juges de la Cour d'appel d'Angleterre, Grande-Bretagne, qui vont juger de son appel pour ne pas être renvoyé en Suède, vont admettre dans leur compte-rendu de jugement, paragraphe 95, notez-le si ça vous... Ils reconnaissent que Marianne Ny a bidouillé, a reformulé les propos des femmes, mais conclut, dans le même élan, que ça ne change rien à la validité
du mandat d'arrêt. De Julian Assange semble donc que son sort est plus ou moins scellé. Ils savent, à cause des fuites de Stratford, qu'une opération est menée. Ils savent aussi qu'il y a un salle de guerre en Virginie. Virginie, c'est là où se trouve le siège de la CIA, qui a été constitué pour abattre Wikileaks et Julian Assange. Sans rentrer dans les détails, et si je ne vous ai pas trop fatigué avec mes détails, je m'en excuse, mais quand même, il y a une chose, généralement, quand j'arrive à ce stade, j'ai déjà dit une chose qui est complètement aberrante, que personne ne percute dessus, donc je suis obligé de vous prendre par la main et de vous dire, vous avez réalisé ce que je viens de dire là? Une procureure a émis un mandat d'arrêt. Dans le monde de la justice, tout le monde le sait, c'est un peu une figure triangulaire. Il y a au sommet le juge, d'un côté la défense, les accusés, de l'autre côté les procureurs. Dans quel monde et qui a déjà vu des procureurs émettre des mandats d'arrêt sans l'opinion d'un juge, sans qu'un juge ait tranché, sans qu'un tribunal ait dit oui, allez, arrêtez-moi, vous devez aller arrêter ce saligo et me le ramener ici. C'est tellement vrai ce que je viens de dire que la formule est irrégulière, totalement irrégulière. Autrement dit, si Mariani avait émis ce même mandat d'arrêt en France, si Julian Assange était là en France, la police française ne l'aurait pas servi. Parce qu'émis par un procureur. Ils auraient dit non, madame, adressez-vous à un juge, et si un juge nous envoie un mandat d'arrêt, on arrêtera la personne. Mais en Angleterre, il y avait une ambiguïté sur qui avait l'autorité d'émettre un mandat d'arrêt. Ce qui me fait dire que le plan avait été soigneusement, mais très soigneusement établi. Et c'est tellement vrai ce que je viens de dire que c'est une irrégularité, c'est qu'on verra que la Grande-Bretagne, après l'arrestation de Julian Assange, changeait sa loi pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une clarification. Et Julian Assange, qui aurait dû bénéficier de ce changement de loi, comme chaque fois qu'une loi est bénéfique à l'accusé, il y a une sorte de rétroactivité qui s'applique. Eh bien, spécifiquement pour cette loi, elle a été émise avec la clause de non-rétroactivité. On se demande qui cela visait, mais je peux vous rassurer, dans les milieux informés, la clause de façon informelle s'appelle la clause Assange. Donc, la loi a été modifiée et spécifiquement faite en sorte que Julian Assange ne puisse pas en bénéficier. Julian Assange, donc, qui est en résidence surveillée en attendant ces différents appels pour résister à ce mandat d'arrêt, il soupçonne que une fois en Suède, il sera automatiquement éjecté vers les États-Unis, et voyant tous ces appels s'épuiser, décide un beau jour de mettre une perruque, littéralement, d'enlever le bracelet qu'il a autour de la cheville, de se déguiser, de prendre une moto, une mobilette. Il se rend à Londres et il se réfugie à l'ambassade d'Équateur. Pourquoi l'Équateur? Parce qu'à l'époque, Rafael Correa, le pays, avait instauré d'importantes lois de protection de la presse et des médias en général. Vous connaissez maintenant un petit peu cette histoire, je vais faire rapidement marche avant. Il va y rester 7 ans, 8 ans. Toutes les recours, toutes les tentatives pour sortir cette affaire, pour s'en sortir, échoueront. Les Équatoriens nommeront Julian Assange comme diplomate, ce qui lui a assuré l'immunité diplomatique, chose auquel les Anglais répondent on s'en fiche, s'il sort, on l'arrête. L'ambassade sera littéralement entourée par la police 24 heures sur 24 pendant 7 ans. On sait que la CIA en profitera pour ouvrir quelques centres d'observation dans les appartements en face. On apprendra plus tard, exactement le 10 avril 2019, et je vais vous expliquer pourquoi cette date est importante, qu'en fait, Julian Assange, qu'on accusait d'être un espion, de monter un système de surveillance mondiale à l'intérieur de l'ambassade, faisait lui-même l'objet d'un espionnage par la société chargée de la sécurité de
l'ambassade, qui avait monté carrément des serveurs qui étaient en connexion directe avec les États-Unis, qui téléchargeaient, qui avaient posé des caméras partout, des micros partout, y compris dans les toilettes des femmes où Julian Assange se réunissait soupçonnant qu'il était espionné. Ils ont filmé les documents des avocats, ils ont violé allègrement donc le privilège avocat-client, ils ont démonté les téléphones laissés à l'entrée de toutes les personnes qui venaient le visiter pour tracer, récupérer leur numéro de série pour pouvoir ensuite les espionner. L'illégalité de l'action était massive, on en a entendu peu parler. Pourquoi? Parce que le 10 avril 2019, alors que Wikileaks tenait une conférence pour annoncer le scandale des scandales, la violation d'une enceinte diplomatique par les services espagnols, une société espagnole, UC Global, qui travaillait pour les États-Unis via un milliardaire de Las Vegas, c'est un vrai roman, et bien le lendemain, alors que l'information aurait dû faire la une des journaux, le lendemain, Wikileaks, Julian Assange, pardon, est extrait, arraché de l'ambassade de l'Équateur, presque comme si c'était pour étouffer le premier scandale ou le scandale de la surveillance massive. Vous avez en tête, je suppose, l'image, la tête qu'avait Julian Assange à la sortie de l'ambassade. C'était l'époque où on le disait qu'il vivait une vie de roi, où les journalistes du Guardian notamment tweetaient, faisaient des mèmes, tiens j'ai appris le terme, mais c'était des mèmes, où on voyait des cuisiniers qui travaillaient pour le grand magasin Harrods, qui était juste en face de l'ambassade, défiler avec leur toque, en rigolant, en disant qu'ils allaient servir le petit déjeuner à Julian Assange, par exemple. Comme s'il menait une vie de roi, lui qui n'avait pas vu le soleil et pas vu d'air frais depuis 6 ou 7 ans. Lui, dont la santé était complètement défaillante, une rage de dents, un problème aux poumons, des problèmes aux os, les médecins ne pouvant que l'ausculter, mais pas vraiment le traiter. C'est une toute petite ambassade, hein, l'ambassade d'Équateur. Je crois que ça fait 70 mètres carrés. Hein. Vous imaginez le personnel, plus lui en permanence là-dedans. Mais jusqu'à ce que le gouvernement change, les relations étaient cordiales avec les employés. Mais pendant ces 7 ans, toute la presse se déchaînera sur Julian Assange, qui quand même, malgré tout, gardant une acuité intellectuelle extrême, réussira depuis l'ambassade, où il est enfermé, à organiser le sauvetage de Edward Snowden, l'autre grand lanceur d'alerte, avec Manning, qui à ce moment-là est caché à Hong Kong, et derrière lequel sont le FBI et la CIA. C'est Wikileaks, c'est Julian Assange qui enverra son bras droit, Sarah Harrison, avec le journaliste Glenn Greenwald. Ils iront à Hong Kong et ils organiseront la fuite de Edward Snowden, qui d'ailleurs ne devait pas se rendre à Moscou, où c'était n'était qu'une escale. Plusieurs Russes, mettez les guillemets que vous voulez. La charge contre Julian Assange a été tellement efficace que même des gens comme moi, je dis comme moi parce que je travaille dans les médias alternatifs, parce que d'une manière générale, j'exècre les grands médias, je leur fais pas confiance, je sais qu'ils sont capables de mentir, j'en ai vécu des expériences personnelles ailleurs, j'ai vécu des opérations de désinformation en direct, donc voilà quoi, et ben même moi si je peux dire, mais je suis pas le seul, on a tous été atteints de ce syndrome Assange, qui consiste grosso modo à l'identifier à, bien sûr, un violeur, ce qui n'a jamais été le cas, un sale type, un mégalomane, à tout ce que vous voulez, bref, un mec pas sympa qu'on n'a pas envie d'aider. Lorsqu'il est extrait de l'ambassade, à cet instant T, réalisez bien que Julian Assange n'est accusé de rien, puisque la Suède n'a rien, la procureure ne fait qu'une enquête préliminaire, chose que la presse s'abstient de dire, et qu'à l'instant T où il est arraché de l'ambassade, la seule chose qu'il aurait commis comme faute, comme violation de la loi, c'est d'avoir violé les conditions de sa libération sous caution lorsqu'il était arrêté et lorsqu'il est parti sans autorisation se réfugier à l'ambassade. Le jour même où il sera extrait, il sera présenté devant un juge et en un quart d'heure, montre en main, c'est pas une formule, il sera condamné par un juge qui l'insultera en le traitant de narcissique, qui ne pense qu'à lui-même et qui est paranoïaque, et que toutes ces histoires de réfugiés, exil, extradition, c'est du bidon. Elle le condamne, il le condamne, ou elle, je ne me souviens plus, à 50 semaines de prison
pour violation de conditions surveillées, de liberté surveillée. Où ça, pas n'importe où, en plus dans une prison de haute sécurité, le Guantanamo britannique. C'est du jamais vu. Jamais vu qu'un journaliste se voit condamné en un quart d'heure, jamais vu qu'un journaliste se voit condamné à une prison de haute sécurité, et jamais vu qu'une personne ayant violé les conditions sous libération en Angleterre soit condamnée à 50 semaines, presque un an, alors que la moyenne c'est quelques jours, sinon une amende. Des assassins qui avaient fui leurs conditions de résidence surveillée se sont vus condamnés à 6 mois seulement. Et Julian Assange a pris 50 semaines. Lorsque Julian Assange a été mis donc en isolement en plus, pour une peine de 50 semaines, libérable au bout de la moitié, on arrive ici en pleine crise du Covid. L'Angleterre propose de libérer les prisonniers dans les prisons pour éviter la contamination. Évidemment, tout le monde pense à Julian Assange. Et la réponse, et là je vais la citer textuellement, Julian Assange ne purgeant pas de peine n'est donc pas éligible pour être libéré. Et il va rester dans une prison de haute sécurité encore plusieurs mois, sans aucune raison, alors que sa peine est purgée, le temps que les Suédois finalement font exactement ce qu'on attendait d'eux, font semblant de laisser tomber une affaire qui n'en avait jamais été une, pour laisser la place au vrai acteur de cette scène, celui qui était derrière les rideaux depuis le début, on voyait dépasser ses chaussures de derrière les rideaux du fond. Les États-Unis d'Amérique arrivent, enfin, jusqu'à là n'avaient pas pipé mot, et sortent de leur chapeau une demande d'extradition, assortie de 18 chefs d'inculpation du jamais vu, en se basant sur l'Espionnage Act américain qui date de 1917, qui n'avait jamais été utilisé contre un journaliste pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas utilisable dans les cas de presse, mais ici, pourquoi se gêner? Julian Assange, sur la foi de ses 18 chefs d'accusation, risque 175 ans de prison. Encore une parenthèse, et je ne vais pas tarder à m'arrêter, pour vous rassurer. La première question ici qui se pose, et l'étrangeté de toute cette affaire, c'est que le terme de extradition a été employé par toute la presse, et les Américains, évidemment, l'utilisent. Or, réfléchissons, c'est quoi une extradition? J'extrade quelqu'un ou je fais extrader quelqu'un d'un pays vers un autre pour le renvoyer vers un pays où il a été, 1, condamné et doit purger sa peine, ou 2, doit passer devant la justice parce qu'il a été formellement accusé de quelque chose. Il a donc violé la loi du pays de destination qui réclame sa présence. Julian Assange est un Australien, un journaliste australien. Son organisation est basée juridique Islande. Il a œuvré en Europe. Il ne s'est jamais trouvé sous une juridiction américaine. C'est comme si les Français demandaient l'extradition d'un Français qui aurait roulé à 200 km sur une autoroute allemande. Même pas un Italien. C'est comme si les Français demandaient l'extradition d'un Italien qui avait roulé à 200 km à l'heure sur une autoroute allemande. Ça n'a absolument pas de sens. Bien sûr qu'ils peuvent être vexés par ce qui s'est passé, mais en tout état de cause, à part d'admettre, et c'est là que le bas blesse, l'extraterritorialité des lois américaines, ça veut dire que les Américains disent et décident, notre loi s'applique tous et partout. Ah bon? Ben, si c'est vrai, il faut encore que la personne en face soit d'accord, et apparemment, la Grande-Bretagne est d'accord. S'en suivra, je ne pourrais pas vous raconter tout, mais cauchemardesque, toutes les audiences préliminaires, parce qu'il y a eu des audiences techniques avant le procès, qui se sont enchaînées dans un cas d'extradition. C'est tous les 28 jours que Julian Assange s'est retrouvé devant un tribunal. La séance pour amener Julian Assange au tribunal est décrite ainsi. Il est réveillé à 3 heures du matin, on le fouille au corps physiquement 3 fois, on le change de cellule 5 fois, et il est menotté, remenotté 11 fois. À une des audiences récentes, lorsqu'on lui a demandé de façon routinière son nom et son prénom et sa date de naissance, il a eu du mal à répondre. Les rapporteurs des Nations Unies qui ont été alertés par les avocats qui étaient réticents au début pour exactement les mêmes raisons que je vous ai énoncées parce qu'ils pensaient que c'était un sale type,
et c'est eux qui le disent, pas moi, c'est exactement ce qu'ils pensaient, et ils s'en mordent les doigts aujourd'hui, sont allés l'examiner, ont réussi à rentrer dans la prison avec des médecins spécialistes, et sont ressortis en indiquant que Julian Assange présentait tous les symptômes d'une victime de torture psychologique sévère, qui pouvait entraîner la mort. Julian Assange, d'ailleurs, n'est toujours pas soigné pour les maladies chroniques qu'il a depuis l'ambassade. Il n'a toujours pas vu la lumière du soleil depuis 10 ans. Tout ça pour avoir fait un travail, et cette fois-ci, j'en me réfère au grand journaliste d'investigation Daniel Ellsberg, qui était à son procès, qui dit la chose suivante. Ce qu'a fait Julian Assange, c'est ce que nous faisons tous de façon routinière. Il a protégé ses témoins, ses ressources. Non, c'est pas Ellsberg qui dit ça, mais un autre, mais peu importe. Il a protégé ses sources et a tout fait pour les protéger. Julian Assange est un journaliste et il n'est inutile d'essayer de créer une sorte de distinction entre moi, le gentil Daniel Ellsberg, Assange, le méchant journaliste. Ce qu'il a fait lui et ce que je fais moi, c'est exactement identique. Il se trouve d'ailleurs que Julian Assange est un des journalistes les plus primés du XXIe siècle en prix journalistique, alors que même on continue de prétendre qu'il serait autre chose. Lors du procès qui s'est finalement tenu le 7 septembre et qui s'est déroulé pendant 14 jours, on a vu 50 ONG se voir interdire l'accès à la vidéo, liaison vidéo pour des raisons Covid, de voir la salle et encore moins de présence dans la salle. C'est, je crois, une première au monde, dans le monde occidental, que 50 ONG, dont Amnesty International, dont Reporters sans frontières, se sont vus tout simplement refuser l'accès. Ce que nous savons du déroulement du procès nous est donné spécialement et particulièrement par un ancien diplomate anglais, proche de la famille, qui s'appelle Craig Murray, dont j'ai eu l'honneur, si je puis dire, de traduire tous les jours les comptes rendus. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on a vu les Américains changer de fusil d'épaule. Rappelez-vous les 18 chefs d'accusation qui lui vaudraient 175 ans de prison. Eh bien, au mois d'août, quelques semaines avant le début du procès, et totalement hors délai, les Américains ont débarroulé avec une dizaine de nouvelles chefs d'accusation, différentes celles-là, des superseding indictments, ils appellent ça. Alors, leur argument, c'est oui, mais aux États-Unis, on a le droit de faire ça. Donc, comme c'est un procès pour extradition aux États-Unis, c'est donc à l'américaine qu'on va faire ça. Et la juge a dit d'accord. Donc, elle a accepté les nouvelles inculpations, qui cette fois-ci accusait Julian Assange d'être un maître d'un réseau de hackers, de pénétrer les ordinateurs, d'être à la tête de Anonymous et va savoir quoi. Eh bien, pendant le procès, ils ont encore changé de chef d'accusation parce que les accusés, les témoins qui sont venus au procès d'Assange étaient de très haut niveau, qui ont résisté aux interrogatoires roulantes des avocats américains. J'appelle ça des procureurs pour aller plus vite, même si techniquement c'est des avocats, qui faisaient subir aux témoins des questions roulantes qui duraient 4 heures. La juge avait accordé à la défense qu'une demi-heure par témoin. Une demi-heure d'un côté, 4 heures de l'autre. Le fait que les avocats, que les procureurs américains aient changé de chef d'inculpation en plein milieu du procès n'a eu l'air de choquer personne, au tel point que Daniel Ellsberg, je prends cet exemple parce que c'est celui qui est le plus frais dans ma mémoire, mais il y en aurait d'autres à raconter. Il devait témoigner par liaison vidéo alors qu'il était 6 heures du matin chez lui aux États-Unis, a reçu 300 pages de nouvelles accusations le matin à 3 heures du matin. Heureusement que c'est Daniel Ellsberg et qu'il n'a pas besoin de notes pour défendre son beefsteak, si je puis dire. Les procureurs dans cette affaire, si on lit les comptes rendus, ils sont manifestement débordés, complètement à l'arrache, à la masse, avec les témoins qui sont, je le redis, étaient d'un très haut tenue, à tel point ils ont perdu les pédales qu'à un moment, le procureur américain, oubliant qu'il était en train d'interroger un de ses propres témoins, qu'il lui-même avait appelé, commence à remettre en cause son intégrité et son professionnalisme. Est-ce que vous êtes vraiment un médecin? Alors que c'est le médecin que lui-même avait fait venir, tellement il était paumé. Ça, c'est la partie anecdotique de cette affaire, mais quand même pour montrer un peu l'état.
Le fait est que pendant les procès, le matin, la juge Baretzer, qui est arrivée avec un ordinateur fermé, l'ouvrait l'après-midi et prenait des décisions comme si de rien n'était, en ignorant totalement ce qui se disait. Vanessa Baretzer a même tenté d'interdire en fait les témoignages oraux, considérant que les dépositions écrites que les témoins avaient déjà faites au mois de février suffisaient. Des témoignages en février écrits, alors que les accusations venaient de changer au moins 2 fois. Autrement dit, les gens avaient témoigné sur des accusations qui avaient déjà plus court. Eh bien, parmi les énormités qui ont émaillé tout le long de ce procès, tout le long de cette procédure, ça c'est un exemple comme un autre. Mais pour conclure, la toute dernière chose qui aurait dû être la bombe atomique, qui aurait dû sonner toutes les alarmes, si les journalistes s'étaient rendus au procès le plus important sur le journalisme du XXIe siècle, mais ils n'étaient pas là, eh bien les procureurs américains, sans doute soit exaspérés, soit tellement sûrs d'eux, parce qu'elle était et devant quand même essayer de coincer les témoins, qui étaient nombreux, qui étaient des journalistes d'investigation, qui étaient des anciens directeurs de prison aux États-Unis, qui étaient des responsables d'organisations d'analyse des médias et du droit du journalisme, des psychiatres, ben, qui ont fini par dire, ben oui, d'accord, oui, oui, nous réservons le droit de venir chercher les autres. Ils ont annoncé en fait que l'extraterritorialité de leur loi, dans leur esprit, s'applique désormais partout dans le monde pour n'importe quel journaliste qui publierait ceux qui n'ont pas envie de voir. Et la toute petite détail que je vais vous laisser, c'est la grande question que je me suis toujours posée, et je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Les Américains ont beau être des salauds, ça c'est moi qui parle, ont beau être des psychopathes, c'est toujours moi qui parle, je sais qu'ils essayent toujours de trouver une sorte de justification, aussi tirée par les cheveux que ce soit, pour essayer de paraître, si je puis dire, raisonnable. Et je me suis dit, mais comment ils arrivent à justifier de poursuivre un journaliste à l'étranger, qui a travaillé à l'étranger, qui n'a jamais mis les pieds. Et je l'ai trouvé dans la bouche de l'ancien avocat du New York Times, qui a déclaré dans une conférence de presse au mois de février de cette année, il a expliqué, le raisonnement est très simple, à une conférence auquel je n'assistais pas, mais qui répondait à ma question, c'est très simple. Écoutez-moi bien tous ceux notamment qui tiennent des sites web. Les États-Unis considèrent qu'à partir du moment où Wikileaks a publié sur Internet et que l'Internet est accessible partout dans le monde, c'est comme s'ils avaient publié aux États-Unis. Donc, tout ce que vous publiez n'importe où peut violer une loi américaine. L'extraterritorialité est une bestialité intellectuelle, c'est pas une question de loi, parce que demain, si, imaginons, comme il y a des propositions de loi dans l'Ohio, par exemple, où il est envisagé aux États-Unis de punir toute information sur l'avortement, proposant, je crois, jusqu'à la peine de mort pour les médecins qui le pratiqueraient. Imaginez que vous soyez membre du planning familial en France et que vous publiez ce que vous avez en droit de publier, que vous expliquez aux jeunes filles comment se protéger, c'est quoi les préservatifs, qu'est-ce qui se passe, la pilule, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se retrouve enceinte, etc. Ben, vous tombez sous le coup d'une loi américaine et comme vous publiez. Merci à vous, j'espère avoir été clair. Merci M. Dash pour la conférence. Vous avez été plutôt clair, j'imagine. Il y a des questions qui ont été posées au cours de votre intervention. Et parmi votre intervention, en fait, vous avez répondu au cours de votre intervention à ce genre de questions. Donc, j'imagine que c'est clair. Donc, c'est une efficacité sans égale. Alors, j'aurais une première question. Je vais laisser Corentin vous poser la question qui a été épinglée. Vas-y. Corentin, c'est à toi. Une question pour vous, monsieur Dedage. Enfin, j'en ai deux au total. Corentin, juste, on ne t'entend pas. Alors, est-ce que je t'interromps 2 minutes, Corentin? On t'entend pas bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends personnellement très loin. Oui. Alors, attendez. Est-ce que c'est bon? Corentin? Oui, allô? Oui, c'est bon. Là, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, mais ça va. Ça passe. Attendez, C'est audible, pas bien. Maintenant, on l'entend plus du tout.
Non, c'est pire. Et là, Là, ça va. là, ça va. D'accord, pardon, excusez-moi pour ces soucis de son. Alors, donc j'ai deux questions pour vous, mais je vais déjà en poser une de base pour laisser les autres intervenir. Allô? On Ouais, il y a t'entend, eu un... Corentin. Vas-y, on t'écoute. Oui. Si on n'intervient pas, c'est qu'on Donc, entend. monsieur Dedage, depuis combien de temps vous intéressez-vous à l'affaire Assange? sévèrement comme ça depuis novembre 2018 où je me suis fait réveiller par un article, un appel au secours de la mère de Julian Assange où j'ai réalisé que je m'étais endormi, que je pensais aux chaussettes de Assange alors que mon site avait été partenaire de Wikileaks, où j'ai réalisé que j'étais tombé dans le piège, j'avais eu honte de moi et depuis le 18 novembre 2018, tout mon temps libre est consacré à ça et rien qu'à ça. D'accord. Merci, monsieur Dedage. Alors, Corentin avait aussi posé une autre question que je trouvais pertinente, même si je sais. Alors, ça, par contre, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez répondu. Est-ce que vous avez déjà été en contact directement avec Julian Assange? Oui, c'est encore moi qui ai posé la question. Oui, c'est pour ça que tu n'avais pas posé Non, d'autres questions. non. Non, d'accord. Alors, attendez 2 minutes, je règle juste un truc, j'arrive tout de suite. Alors, je vais démute. Certaines. Alors, je ne sais pas exactement quel était le sens, si c'est une Alors, simple est-ce que vous curiosité, avez, mais en je fait, c'est suis en aussi simple que contact. ça est trivial, c'est est-ce que vous avez déjà eu, vous personnellement, des contacts avec monsieur Assange de manière personnelle? Pas via des réseaux Jamais. ou la famille, etc. Vraiment, là. Non, 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 jamais, 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 jamais. J'espère peut-être pouvoir lui serrer la main, euh, au moins, autour d'un café à Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. On va passer à la question suivante de Giovanni Gio. Donc voilà, il vous remercie de votre intervention qu'il trouve pertinente. Voici sa question. Je cite, « Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on souvent. Peut-on réellement croire que dans ce monde complexe, une organisation se mettre en place par elle-même, déstabilisant des États, révélant des secrets d'État, sans qu'elle soit elle-même issue d'un État ou d'un groupe d'intérêts privés? » C'est le miracle de l'informatique. Quand on sait s'y prendre et quand on est un génie de l'informatique et de la cryptologie, oui, c'est possible. La preuve, ça a été fait. Vous pouvez créer un web qui a du succès, si on vous laisse faire. Ouais. Je Donc, vois un peu. parce il voulait Parce que les demander en moyens fait mis si en c'était... œuvre, attendez, les moyens mis en œuvre Allez-y. sont extrêmement. Alors, les moyens techniques, si vous disiez, ah, vous pouvez penser, mais leurs serveurs sont où? Mais on sait où ils sont leurs serveurs. Leurs serveurs sont dans un bunker nucléaire, ancien bunker nucléaire, qui a été acheté par le parti pirate suédois et qui est sous la protection du parti pirate suédois. Voilà où sont les serveurs principaux de Wikileaks. Principaux, je dis, parce qu'ils ont constitué apparemment, je dis apparemment parce que nous en avons fait partie, mais je ne sais pas combien, de sites de backup. Ils nous envoyaient des flux codés avec des fichiers qu'on ne savait pas lire sans avoir les clés et qu'on se contentait de stocker en attendant, je ne sais pas, peut-être le jour où, etc. Donc oui, c'est possible sur le plan technique de faire ça. Et à une certaine époque, ils recevaient quand même pas mal d'argent. Ils ont perdu 90% de leurs ressources financières lorsque PayPal a fermé leur compte, lorsque leur plateforme Amazon a été fermée, lorsque Carte Bleue et tous les réseaux financiers, les uns après les autres, ont simplement fermé la porte au financement de Wikileaks. Maintenant, les seuls moyens, à ma connaissance, de leur offrir de l'argent, sachant que tous leurs services sont gratuits, hein. Les archives sont gratuits. Le réseau, d'ailleurs, était informel. C'était un réseau de bénévoles. Il n'y a pas trop de salariés, à ma connaissance, dans Wikileaks. Ils sont une poignée. Donc, tout était offert. Et les seuls moyens, c'est de passer par le Courage Foundation, le principal, qui est une fondation qui a été créée aux États-Unis justement pour pouvoir financer, qui sert donc d'organisation façade. Vous allez sur leur site, vous leur donnez de l'argent, et c'est eux qui redistribuent l'argent. Mais d'après Wikileaks, évidemment, je n'ai pas les comptes bancaires sous les yeux, d'après Wikileaks, ils ont perdu 90% de leurs ressources suite à la campagne
pas campagne, non, aux opérations et les pressions américaines. Donc, il me restait 2 questions à vous poser. Il me semble que vous avez répondu pendant votre conférence. La première, toujours de Giovanni Joe, mais il me semble que vous avez vraiment répondu à cette question, c'est: pourquoi monsieur Assange est-il incarcéré? Et il prend l'exemple, d'en France où le maximum est de 48 heures. Et il dit: «Il y a sûrement une accusation sérieuse par rapport à ça». Cette question a dû être posée avant que la conférence démarre, non? Elle a été posée à 21h47. Donc voilà. Giovanni, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on discute en tête à tête. Là. Il n'est accusé formellement lorsqu'il a été arrêté. La seule fois où il a été arrêté officiellement, c'était à la sortie de l'ambassade. Il n'était formellement, à cet instant T, accusé de rien, sinon d'avoir violé ses conditions de surveillance. Chose que les juristes disent d'ailleurs, comme c'était pour aller se réfugier et demander l'asile politique, aurait dû constituer un non-délit. Parce que essayer de sauver sa vie, violer les conditions de résidence surveillée pour sauver sa vie, est considéré généralement comme une excuse valable. D'autant plus qu'il n'était pas allé se cacher, se planquer, tout le monde savait où il était. C'est simplement de se mettre hors d'atteinte, non pas de la justice britannique, non même pas de la justice suédoise, mais de la justice, entre guillemets, états-unienne, dont il savait parfaitement, et la suite a prouvé qu'il avait raison, voulait sa peau. Donc, il n'a jamais été accusé de rien, mais il a pourtant été condamné au maximum qu'on pouvait le condamner pour le maintenir en prison le plus longtemps possible, parce que dans cette opération de simulacre de justice, il fallait laisser le temps à Marianne Ny de mâchouiller quelques phrases et de préparer quelques conférences de presse pour expliquer que finalement la Suède, après toutes ces années, et au moment même où elle avait l'opportunité de lui mettre la main dessus, finalement, et à cet instant T, décide de tout abandonner de façon très commode, parce que quelques jours plus tard, alors qu'il était toujours en prison en préventif, il est resté plus de 6 mois en préventif, dans une prison de haute sécurité, c'est du jamais vu, personne n'est en préventif dans une prison de haute sécurité entourée de serial killers et de terroristes en tout genre. Là, les Américains sont entrés en scène comme si de rien n'était, se sont éclaircis la voie, ils ont dit voilà, on a un truc à vous demander, on voudrait que vous nous l'extradiez. Oui, la question en soi est intéressante parce que c'est la question que tout le monde se pose en fait. Qu'est-ce qu'il fait en prison? C'est pour ça que je voulais Qu'est-ce qu'il reposer. fait? Non, mais c'est le scandale des scandales. Ce gars, il n'est même pas soigné parce que même Pinochet, l'assassin notoire, le dictateur, le sanguinaire du Chili, avait été traité comme un roi quand il a fait l'objet d'une demande d'extradition du Chili. Il a été hébergé dans un hôtel 4 étoiles. Il avait eu droit à tous les soins. Puis ils ont finalement, la justice britannique a disait qu'il bénéficiait de je sais pas quoi, d'immunité ou je sais pas quoi. Ah oui, à cause de sa maladie, je crois, ils ont dit pour des raisons humanitaires, ils le relâchaient. Donc, pas extradé. Vers l'Espagne, je crois que c'est l'Espagne qui demandait son extradition, parce que l'Espagne exerce une, comment on appelle ça, juridiction universelle sur les violations des droits de l'homme. Donc l'Espagne estime être en droit de juger quelqu'un pour avoir violé des droits des crimes contre l'humanité commis où que ce soit dans le monde. Ça s'appelle une juridiction universelle, qui n'a rien à voir avec l'extraterritorialité. Hein. Ça peut paraître la même chose, mais c'est pas la même chose. Une juridiction universelle, c'est lorsqu'un pays dit, puisqu'il y a une loi internationale, c'est ça le mot-clé, donc qui s'applique partout, et puisqu'il faut un mécanisme pour faire appliquer cette loi, parce que vous dites qu'elle s'applique partout, mais où est-ce que vous portez plainte? Quelles sont les juridictions qui se chargent de la faire appliquer? Eh ben, il y a des pays qui se portent, si je puis dire, volontaires, pour dire, vous pouvez porter plainte devant notre tribunal pour faire appliquer une loi internationale ou pour punir la violation d'une loi internationale. L'Espagne, notamment, il y a la Belgique, il y a d'autres pays. Donc, c'est un acte, la juridiction universelle, la compétence universelle, c'est ça le terme exact. La compétence universelle, c'est un acte a posteriori qui consiste à donner de la forme, de la substance, à faire respecter un droit international. L'extraterritorial, ça n'a rien à voir, c'est presque le contraire, c'est même une violation du droit international. C'est consiste à dire, ma loi locale, je décide qu'elle s'applique à vous là-bas, à l'autre bout de la planète,
vous qui n'étiez même pas au courant, je décide que je vais vous punir parce que vous l'avez violé. C'est très intéressant. C'est vrai que la question était importante. Alors, la toute dernière question, après on aura fini, on pourra passer à l'étape suivante. La toute dernière question, je pense aussi que vous avez répondu, mais elle est intéressante parce que ce serait intéressant d'y répondre tout de suite. C'est la question d'ABCS qui voudrait reposer la question, que reste-t-il concrètement, vraiment concrètement, si le procès est aux États-Unis, si malheureusement il est extradé aux États-Unis? Et Alors, et je pose une dernière question, à l'heure actuelle, donc là, à l'heure actuelle où il est, quelles sont les perspectives de sortie pour cet homme, en fait, à l'heure actuelle? alors, quasi nul, de D'accord. perspectives de sortie. Ils ont mis trop de moyens, il y a trop d'intérêt en jeu, il est trop isolé pour que l'on puisse espérer. Et pourtant, c'est là que le culpabilité des médias va exploser. Il est pourtant pas isolé au sens stricto sensu du terme, il a juste été isolé de l'opinion publique, c'est-à-dire de vous. Il est soutenu par Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, RSF, Human Rights Watch, Lawyers for Assange, Doctors for Assange, Artists for Assange, par des présidents en exercice, plusieurs, par des centaines, des milliers de journalistes. Il est défendu par le syndicat, la Fédération internationale de journalistes, qui représente 650 000 membres. Il est défendu par le syndicat des journalistes du Mexique, par les trois principaux syndicats français, par le syndicat des journalistes anglais, qui appelle, il y a 15 jours, qui a appelé tous les syndicats anglais à se mobiliser pour Assange. Il est défendu par des centaines d'organisations de juristes, de barreaux, d'avocats, de professeurs en droit de partout dans le monde, parce que cette affaire est un scandale. Il est défendu par les plus grands journalistes d'investigation vivants du moment, Daniel Ellsberg, John Pilger, Stefano Marizzi, que j'ai cité, Chris Hedges, Max Blumenthal, Glenn Greenwald, qui est le journaliste à qui Edward Snowden avait confié ses documents, par Jonathan Cook, etc., 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 etc. Vous êtes en extrêmement bonne compagnie lorsque vous êtes dans le camp de la défense de Julian Assange. Et et je crois de ma vie, j'ai jamais vu une telle mobilisation, mais j'ai jamais vu non plus un tel silence fait autour de cette mobilisation. Eu égard à tout ce que je viens de dire, je suis dans le forcé d'admettre, parce que pour garder ma lucidité, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait intervenir pour faire arrêter cette saloperie en marche. Quand même bien que. Alors, il y en a qui espèrent, et je ne crois pas que ce soit une idée idiote, d'un pardon paradoxal parce que de Trump. C'est paradoxal parce que c'est l'administration Trump finalement qui a enclenché les opérations contre Julian Assange, mais peut-être dans une sorte de bras d'honneur final aux démocrates qui détestent Assange. Peut-être ferait-il quelque chose de similaire. Ce ne serait pas un pardon, puisqu'il n'a pas encore été condamné à quoi que ce soit, mais ce serait l'ordre donné à ses procureurs d'arrêter la procédure. Mais même là, je pense que les Anglais trouveront une excuse de le maintenir en prison suffisamment longtemps pour que les démocrates reviennent et relancent la machinerie. Voilà. La perversité de tout ce système étant telle, le rapport de force étant tellement en sa défaveur à ce pauvre gars, que voilà. On sait quel est le sort qui lui sera réservé, parce que les Américains l'ont déjà annoncé. Il sera placé dans une prison Supermax, qui est une prison de haute sécurité aux États-Unis. Ils en ont plusieurs. Mais non seulement dans un Supermax, mais il fera l'objet de mesures, ce qu'ils appellent des mesures administratives spéciales. En gros, et sans exagérer, il disparaîtra dans un trou noir où on n'entendra plus jamais parler. Il sera enfermé dans une cellule 23h30 par jour. Il n'aura droit ni à la télé, ni à la radio, ni aux journaux, ni à des livres. Il n'aura le droit de contacter qu'une liste très restreinte de personnes, avocats et membres immédiats de sa famille. Il n'aura droit à aucun coup de fil, à un seul coup de fil de un quart d'heure par mois, et pas de visite. Une seule visite par mois parmi les gens contactés. Son seul exercice physique sera d'être transféré dans une autre cellule qui aura la même taille, c'est-à-dire environ 3 mètres sur 4 mètres ou sur 2 mètres et demi, enfin des minuscules cellules. Il sera transféré d'une cellule vers une autre où il pourra tourner en rond dans une nouvelle cellule, avoir des nouveaux murs gris et ensuite ramener dans sa cellule d'origine.
voilà le sort qui sera réservé à Assange. Je ne crois pas que les journaux américains, que les médias américains s'empareront de l'affaire pour en faire une sorte d'icône. La presse américaine a été en tête avec The Guardian en Angleterre dans l'assassinat de Julian Assange. Il est là-bas accusé d'être un traître, ce qui est cocasse, il n'est pas américain. Il est largement accusé d'être un agent russe, tout simplement. Les démocrates le haïssent parce qu'il aurait fait gagner Trump à la place de Hillary Clinton à cause de la publication des courriels de la dite Hillary. Il a certes les plus grands journalistes américains avec lui, mais le procès se tiendra en Virginie, dans le district Est. Le district Est, c'est là où se trouve le siège de la CIA. Ça veut dire que les membres du jury sont sélectionnés par les membres de la famille de la CIA ou par des sous-traitants de la CIA. C'est un tribunal où personne ne s'en est jamais sorti, personne, à part John Kiriakou, qui était le lanceur d'alerte de la CIA sur les tortures à Guantanamo, et lui, il s'en est sorti pour une sorte de vice de forme que son avocat, qui est l'un des plus grands avocats des États-Unis, a réussi à mettre en place et piéger la juge. Il le raconte dans plusieurs interviews. C'était le même avocat que O.J. Simpson, le gars qui avait été accusé d'assassiner sa femme et qui est sorti de façon extraordinaire. Il se trouve que c'est son beau-frère, à John Kiriakou. Et c'est comme ça. Est-ce que Assange aura la même chance? De toute façon, non. Je pense que les Américains vont lui mettre la main dessus, vont l'enfermer, vont essayer de lui extraire avec des guillemets tous les secrets, et notamment le nom des lanceurs d'alerte des autres révélations que Wikileaks a faites depuis 2010. Pour peu que Assange le sache, je ne suis même pas sûr qu'il sache qui sont les fuiteurs, mais je suppose qu'en face, ils ne le savent pas non plus, mais qu'ils pensent qu'ils doivent le savoir. Enfin bref, non. Julian Assange, quand il arrivera aux États-Unis, ce sera la dernière fois, mon avis, c'est le scénario, ce sera la dernière fois qu'on en entendra parler. S'il ne se suicide pas avant, au cours du procès, on a appris qu'il était atteint d'autisme, en fait, léger, mais quand même. Les psychiatres qui ont témoigné lors du procès, 3 ou 4, appelés par la défense, ont tous affirmé que, eu égard à son léger autisme, eu égard à son caractère, eu égard au sort qu'il savait qu'il lui serait fait, il est bien placé pour savoir ce qui arrive aux prisonniers dans les trous noirs, puisque Wikileaks a été l'un des premiers sites à les révéler leur existence et le traitement qu'ils subissaient. Il était peu probable qu'il ne tente pas, qu'il n'y ait pas une atteinte à sa propre vie. D'ailleurs, on a découvert, c'est ce qui est apparu dans la presse et au cours du procès, un rasoir lors d'une fouille de routine, un rasoir dans sa cellule. Je vous remercie de votre intervention. Alors, j'aimerais juste lancer l'opération que je vous mets tout de suite dans pas de micro-conférence. J'ai copié le lien et j'aimerais laisser Monsieur Sun Tzu intervenir. Normalement, il devrait être démuté. Est-ce que tu nous entends, Sun Tzu? Est-ce que tu peux Ouais, ouais, j'entends. Est-ce que Je vous te laisse m'entendez? faire l'opération à la demande de Antoine Bell. Est-ce que vous m'entendez déjà On là? t'entend très bien. Après, j'aurai une dernière, juste j'interromps. Après, j'aurai une toute dernière question pour Monsieur Dedache qui sortira du coup du cas Assange et qui restera sous le cas Wikileaks, que je trouve intéressant. Vas-y. Voilà, donc du coup, je pense qu'on est beaucoup à voir qu'il y a quelque chose qui se passe. La question maintenant, c'est quoi faire? Donc, il y a une opération qui est en cours, qui a lieu sur Twitter. On a une liste de 200 journalistes à peu près, avec leur compte Twitter. Et l'idée, c'est que tous les jours, une personne différente, une vraie personne, pas un bot, envoie un tweet en mentionnant le nom d'un journaliste. Et tous les jours, un journaliste différent. L'idée, c'est d'aller chercher les journalistes sur Twitter. Voilà, en les mentionnant et en parlant du coup du sujet Assange. On pense que l'actualité rend l'opération encore plus intéressante parce qu'il y a des journalistes qui commencent aussi à se poser des questions. Donc c'est un moment où on pense qu'ils auront une oreille attentive à la chose. Et donc du coup, on s'organise sur Discord
il y a du coup le lien du serveur Discord qui a été posté, apparemment. Alors, je ne sais pas si c'est un lien. Non, c'est pas une invitation que tu as postée, Léon Scott. Si vous pouvez Ah les gars merde, là, j'ai de l'équipe qui copié, sont avec nous, pardon. c'est pas grave. Les gars J'ai de fait l'équipe qui sont n'importe parmi nous, quoi, je suis désolé. J'ai fait voilà. n'importe quoi parce que Non, ce que non, vient de c'est me pas grave. signifier, en fait, on a mis un lien vers une conversation privée. Bah, c'est parfait, je vais régler le problème tout de suite, excusez-moi. Il y a aucun problème. De toute façon, ce sera posté là. Ça me laisse le temps de finir. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. Je fais Donc, ça tout de suite. donc, il y a un serveur en fait sur lequel on est en train de réunir tous les participants. C'est important d'être sur Discord parce qu'il y a un bot Discord qui dispatche en fait tous les jours la liste des journalistes participants. Donc en fait tous les matins à 8h, vous recevez un message privé de la part d'un bot qui dit voilà, ta sub d'aujourd'hui est le nom du journaliste, du compte Twitter journaliste. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup d'efforts pour les participants, ça leur demande de poster un tweet par jour. On a mis à disposition des modèles de tweets, donc on parle des grands axes, des gros points qu'il y a autour du dossier Assange. Donc, si vous manquez d'inspiration ou quoi, vous avez des modèles de tweets. L'idée, c'est de les personnaliser un minimum, vraiment un minimum. On n'est pas des bots. On se fait chier à pas être des bots. C'est pas pour avoir l'air d'être des bots. Voilà, il y a un site internet qui sera fait dans lequel on va retrouver un article pré-rédigé avec plein de sources autour du dossier d'Assange. L'idée, c'est que si un journaliste réagit donc, positivement, parce que c'est l'objectif, on n'envoie pas des tweets en les insultant, mais ça, je vous le dirai après, qu'il y a un peu la démarche. Il y aura un site internet en fait qui sera à disposition et dans lequel le journaliste qui souhaite s'emparer du sujet aura toute la matière pour faire correctement son boulot. Voilà. Donc au niveau de la qualité des tweets, en fait, pour assurer une opération de qualité et que personne ne discrédite l'action, on s'organise par unité. Donc une unité, donc notamment sur le serveur Discord, lorsqu'on est dans une unité, on ne voit personne d'autre des autres unités. On ne voit que son unité et les administrateurs. Ce qui fait qu'aucun des participants ne pourra mapper les participants à cette opération. Et nous, ça nous permet d'avoir un suivi aussi. Du coup, on se répartit les unités simplement pour checker est-ce que les tweets sont bien partis, vérifier la qualité des tweets, s'assurer qu'il n'y ait pas d'insultes, rester au contact aussi des participants. On parle beaucoup avec les gens de notre unité. Il y a des questions, etc. Il y a aussi des idées. On a fait des campagnes, on ouvre une campagne de mèmes. Donc là, on reçoit pas mal de mèmes différents. Donc voilà, l'idée, c'est d'attaquer les réseaux sociaux. Et les journalistes, la faiblesse aussi qu'ils auront sur Twitter, c'est que si leurs followers retweetent ou réagissent à ça, en fait, ils auront presque plus le choix de devoir réagir et du coup creuser le sujet. Parce que les followers le solliciteront. Beaucoup plus que nous à travers un tweet, si personne ne retweet derrière, bon, ça aura moins d'impact. Donc voilà, donc rejoignez le serveur si vous êtes chaud. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un moindre effort. C'est extrêmement gentil ce qu'on fait. On envoie juste un tweet par jour à un journaliste. Donc il n'y a rien de plus réglo que ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors, donc là, j'avais une petite remarque. Je viens de mettre l'invitation sur le salon, pas de microconférence. D'ailleurs, je tiens à signaler que je l'ai rejoint et que je vais certainement assister à la conférence peut-être de 12h30 dans la semaine. Super. Bah, au plus tôt, hein, parce que alors, là, l'opération a déjà commencé. Ah oui, c'est ça. Point important. On a démarré l'opération aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bot a déjà commencé à distribuer les comptes. Et aussi, la Ouais. fonction de ce bot-là, c'est de s'assurer que aucun participant ne reçoive 2 fois le même compte. Voilà, tous les jours, quelqu'un de différent. Donc voilà, rejoignez, mais ça a démarré. Donc au plus vite. Bah, toi, en l'occurrence, tu as déjà été briefé en fait. Là, ce que je viens de faire, c'est une présentation. Donc à la limite, je t'affecte directement à une unité. Sauf si tu as des questions ou des remarques maintenant, et autant qu'on y réponde maintenant, comme ça, quand tu es. Non, bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Donc le fait de taguer un journaliste, etc. pour interpeller sur l'affaire Assange, moi ça me plaît bien comme principe. Bon, j'ai une question à te poser, Samsou, car il y a Chaminou qui demande de rebondir sur ce que tu dis parce qu'il dit de faire partie de l'OP. Est-ce qu'il peut être démute pour rebondir sur ce que tu dis? Ouais, ouais. Est-ce que tu nous entends, Chaminou? Oui. Vas-y, tu peux rebondir, je t'en prie. Ah non, c'était au cas où, mais Sun Tzu fait un travail incroyable en termes de clarté, donc normalement tout va bien. Ok, d'accord, tu m'avais posé la question, je fais ça.
Alors, j'aurais une toute dernière question Ah oui, qui a été Tsun Tsu, j'ai juste une épinglée. petite question. Vas-y. Donc tes modèles de tweets dont tu parlais tout à l'heure, on peut les retrouver où du coup? Il y a un lien qui vous sera envoyé dans le message du bot lorsque le bot enverra un message. Il y aura donc la cible de la journée et derrière une petite phrase qui permettra de dire, qui dira pour vous inspirer, voici nos modèles de tweets, quoi. Donc ce sera un lien internet, ce sera accessible sur une page web. Donc le lien partira demain matin. Parfait. Et là, il faut encore qu'on l'alimente. Et donc là, du coup, si j'ai bien compris, je suis le 100e. Alors, tu es dans l'unité Oui, je suis de l'unité 13, oui. 13, ok, et du coup 13. Ah oui, alors aussi on vous rename. Du coup, je le dis, c'est vraiment un petit détail, c'est pas grand chose, c'est juste nous pour nous organiser, savoir en fait où on en est dans les unités. Donc simplement, vous allez être rename, vous allez avoir un numéro qui n'a aucune fonction particulière, juste ça nous permet de nous repérer. Voilà. Parfait. Est-ce que votre OP est terminé? Est-ce que quoi? Est-ce que votre présentation d'OP est terminée? Ouais, bah, sauf s'il y a des questions. Sauf s'il y a des questions. Alors, tous ceux qui rejoignent maintenant le serveur, ah oui, non, ça Posez c'est vos pas pour questions toi, dans c'est pas de important. micro-débat. Envoyez-moi un message privé pour me dire que vous avez rejoint le serveur, parce que comme ça, je sais que vous avez déjà été briefé et je peux vous intégrer directement à une unité. Sinon, je vais oublier ou je vais pas repérer qui a rejoint. Donc, quand vous rejoignez le serveur. Alors, Corentin, toi, c'est bon, Oui, je suis déjà dans mais l'unité les autres, 13. ouais. Voilà. Donc, pinguez-moi par MP juste pour me dire j'ai rejoint le serveur. Comme ça, je vous affecte direct. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir pour NV22 voir d'ailleurs. comment est-ce qu'on fonctionne. Il y a des gens qui ont rejoint le serveur qui n'ont pas encore participé à des présentations. Ces gens-là ne sont affectés à aucune unité. On les intègre pas dans l'opération. On participe pas à quelque chose qu'on comprend pas. Donc, il y a des gens qui sont pas encore affectés. Dans l'arrivée, il y a beaucoup de gens. Sachez que c'est des gens qui ont rejoint le serveur et qui n'ont jamais pris le temps d'avoir fait et pourtant, on fait des veilles de 19h à 23h connectés pour essayer de brasser tout le monde, etc. Mais voilà. Donc, il y a des gens qui l'ont pas fait. Donc, pinguez-moi en privé pour que je puisse vous affecter à une unité. Super, je te remercie pour ton intervention. Ouais. Franchement, Alors, merci pour le serveur. ouais, franchement, c'est top. Alors, j'aurais une toute petite question pour Monsieur Dodage. Est-ce que vous êtes encore avec nous, Monsieur Dodage? Oui, bien sûr. Quand la présentation d'Assange est terminée, en fait, j'avais vu une autre question qui vous demandait de présenter d'autres acteurs importants de Wikileaks. Et je trouvais, pour ma part, que c'était plus pertinent de vous la poser une fois l'opération, etc., passée, une fois l'annonce de l'opération, etc., passée, pour que vous puissiez nous en parler un peu plus. Je suis pas sûr d'avoir compris cela, mais je vois une question de Dalu à 22h34. Qui sont les femmes suédoises auxquelles j'aimerais répondre? Est-ce que je peux me permettre de... Allez-y, je vous en prie. D'abord, je constate comment votre phrase est formulée. Qui sont les femmes suédoises qui l'ont accusé? Ben, aucune, puisqu'il n'a jamais été accusé. Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? C'est une question qui m'a effectivement travaillé, parce que je me suis dit, avec toute cette histoire autour d'Assange, de deux choses l'une. Soit c'est moi qui me plante, que j'ai rien compris, et on serait nombreux à être dans ce cas. Et à ce moment-là, les femmes auraient dû réagir en disant si, il nous a bien violés, c'est vous qui n'avez pas compris, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a eu d'autres dépositions entre-temps, Dieu sait quoi. Ou, à contrario, sachant les accusations lancées contre lui et ce qu'il risquait, est-ce qu'elle n'aurait pas, ou au moins une des deux, pris position publiquement pour dire mais si, mais non, il nous a jamais violés, on n'a jamais parlé de ça, qu'est-ce que vous avez tous à raconter? Or, le constat est qu'il y en a une dont on connaît le nom parce que les dépositions ayant été fuitées, dont toute trace sur Internet a disparu. Certains hackers, geekers, professionnels de l'Internet ont réussi à retrouver des traces, des images d'elle, etc. Mais apparemment, elle a fait l'objet d'un nettoyage total. Et l'autre, c'est une personnalité connue du monde politique suédois, puisqu'elle dirige, je ne sais pas quoi exactement, un groupe féministe qui est proche, je me souviens plus si c'est du Parti démocrate ou du Parti chrétien-démocrate, mais c'est pas quelqu'un d'anodin. Et je suis allé plusieurs fois sur sa page Twitter, c'est une féministe acharnée, mais qui tweete encore régulièrement et pour lequel je n'ai pas réussi à trouver une quelconque commentaire
sur l'affaire Assange, puisqu'on connaît son identité à elle aussi. Alors, il y a 2 mois de ça, lors d'une conférence vidéo que nous faisons avec les différents acteurs de la solidarité avec Assange, est arrivé un nouveau membre, tout frais tombé du camion. C'est un journaliste suédois qui est l'ancien rédacteur en chef du plus grand quotidien suédois, qui, ayant pris sa retraite, c'est lui qui raconte ça, pas moi, tombe des nues en découvrant l'affaire Assange. Ayant été dans sa bulle, il n'avait jamais rien vu venir. Il n'avait rien compris à l'affaire et que, pensant compter sur sa réputation, son nom, quelqu'un de connu, a tenté de mobiliser 1 millier de personnes avec son carnet d'adresse. Une seule personne lui aurait répondu, et encore en des termes absolument ambigus. Et à lui, je lui ai posé la question, je dis, est-ce qu'en tant qu'ancien journaliste, est-ce que vous ne pourriez pas retrouver trace de ces femmes et leur demander d'exprimer? Parce que même si c'est trop tard pour l'histoire, comment ça se trouve qu'elles ont disparu de la circulation? Dans un sens comme dans l'autre, soit pour confirmer en disant ouais, il faut qu'il soit jugé, c'est un salopin, soit pour je comprends pas qu'elles puissent rester silencieuses, doivent quand même être au courant de ce qui se passe. Elles savent que leurs identités sont connues, donc à moins d'avoir subi des menaces et des pressions très précises, je n'ai pas d'explication et lui non plus n'a pas pu m'en donner. On s'est quitté il y a 3 mois, 2 mois, 3 mois, avec l'idée qu'il allait essayer de voir ce qu'il pouvait faire. Mais c'est une bonne question parce que c'est une des choses des détails dans cette affaire qui m'a toujours tarabiscoté. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Mais, pour corriger votre phrase, ces femmes ne l'ont jamais accusé de rien. Elles ont simplement voulu qu'il fasse un test de sida, que la police suédoise l'empêche de quitter la Suède, parce qu'il avait un avion prévu à prendre, et l'oblige à faire un test de dépistage avant, chose qu'il a fait. Voilà, et pardon, maintenant la deuxième question, celle que j'ai esquivée un peu là, c'était quels sont les autres C'était acteurs? toujours la même personne, c'était Dalu. Pouvez-nous nous parler des autres personnes de Wikileaks? Pas trop. Pourquoi? Parce que Wikileaks, à l'origine, devait être une organisation anonyme, mais pas cachée. C'est pas la même chose. Hein? Des autres membres de Wikileaks, exactement la question. Oui. Donc, la réponse est non, parce que Wikileaks, à l'origine, devait être simplement une façade. Et c'est la presse, d'ailleurs, qui a exigé que Julian Assange ou que quelqu'un devienne le porte-parole de l'organisation parce que la presse ne voulait pas avoir affaire, jusqu'à là on les comprend, ne voulait pas avoir affaire, puisqu'il y avait une proposition de partenariat, de travail donc, ne voulait pas avoir affaire à une organisation anonyme. Le réseau de journalistes qui travaillaient avec Wikileaks était informel et à ma connaissance n'était pas connu du public. Par contre, on connaît les membres du conseil d'administration de Sunshine Press qui gère le site Wikileaks, parce que Wikileaks a un nom de domaine et un site, mais le propriétaire, c'est une société de presse qui est basée à Reykjavik. J'ai lu les noms, la plupart je ne les connais pas. La seule que j'ai retenue, c'est Robinson, qui est, je crois que c'est là, en même temps son avocate australienne, la blonde qu'on voit, si vous avez vu les photos, qui est souvent à côté de lui, à la sortie des tribunaux, etc. Elle en fait partie. Comme il s'appelle, le rédacteur en chef actuel, Chris Christopherson, ou quelque chose comme ça, c'est des noms islandais impossibles à prononcer, qui en fait partie, et il doit y en avoir 7 autres membres, mais je ne pourrais pas vous donner leur nom, et en tout cas, ce n'est pas des noms connus du public, c'est ça que je veux dire. Je vous remercie. Alors, une toute dernière question, toujours de Dalu, qui est actif là en fin de conférence. Et voulais vous demander, alors je vais citer la question, comme ça ce sera plus simple. En 2016, Wikileaks a publié des emails du Parti démocrate US à quelques mois de l'élection présidentielle. Et donc la question est, comment expliquer cette interférence sur les élections US? Alors, il y a eu 2 publications à cette époque-là, et c'est les courriers du Parti démocrate. Il y a eu les Podesta emails et les courriers de la DNC.
Au début de mon intervention, et figurez-vous que je l'ai dit expressément pour cette question-là, quelles étaient les trois garanties de Wikileaks? C'est-à-dire, il garantissait l'anonymat, la véracité des documents, et le troisième, c'était quoi? Il assurait aux lanceurs d'alerte qui prenaient des risques. D'ailleurs, un des lanceurs d'alerte supposés de ces fuites d'emails a été assassiné devant chez lui. On ne sait pas si c'est lui, mais les avis convergent pour dire que c'était lui, c'était un gars du DNCE. Et le troisième, c'était la garantie de les publier, l'engagement moral de les publier. Alors, c'est une question qui est récurrente, et j'allais dire ingérence. Je ne sais pas, je pense que Wikileaks ne s'est pas ingéré. Lorsque vous révélez la véritable nature d'un candidat à la présidentielle, est-ce que c'est s'ingérer ou est-ce que c'est informer? Parce que la grande question que personne ne se pose, on dit que Wikileaks, et réfléchissez bien à ce que je vais dire là, on accuse Wikileaks d'avoir fait perdre l'élection à Hillary Clinton en publiant ses emails. Mais que contenaient ces emails pour lui avoir fait perdre les élections? Et s'il les a perdus, c'est probablement parce qu'elle le méritait au vu du contenu de ces emails. Attendez, il y a une question qui est un peu déviée là. C'est oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans, par exemple? Il y avait, par exemple, la preuve que le Parti démocrate a manigancé pour ne pas désigner Bernie Sanders, qui était largement le favori des militants du Parti démocrate et qui était donné largement gagnant sur Trump. Beaucoup de gens qui auraient voté Sanders ont préféré voter Trump parce que Hillary Clinton est cordialement détestée de beaucoup d'Américains. Alors, il y a ceux qui l'accusent d'être à la tête d'un réseau de pédophilie, etc., mais il y a aussi ceux qui l'accusent d'être simplement une garce qui a déclenché des guerres et qui, pendant sa campagne électorale, promettait de bombarder l'Iran, alors que Trump, lui, disait qu'il fallait s'entendre avec tout le monde. Hillary Clinton parlait de mondialisation, de globalisation, à une population dont la moitié est incapable de situer le Canada ou le Mexique sur une carte, et dont un 15% sont même incapables de situer les États-Unis sur une carte. Donc il y avait d'un côté un candidat hors sol par rapport à la réalité américaine du moment. Il voulait en finir avec les guerres. Moi, j'ai suivi la campagne de très près, et Trump notamment, la campagne de Trump. Trump, dans toutes ses interventions, les promesses électorales, c'est qu'on arrête ces guerres inutiles qui n'en finissent pas. Il faut rebâtir l'Amérique, il faut make America great again. Alors que Hillary Clinton était dans sa projection puissance impériale classique. Il faut faire plier l'Iran, il faut qui s'était vanté d'avoir. Ben, bref, c'est quelqu'un que je suis content qu'elle soit été perdue personnellement. Je suis désolé que Trump ait gagné, mais ça c'est un problème à la limite qui regarde les Américains. WikiLeaks à l'époque avait offert une prime. Je crois que c'est 10 000 $, c'est pas le bout du monde, mais ils avaient dit clairement, si on reçoit quelque chose sur Trump, parce qu'ils sont dépendants des fuiteurs, des lanceurs d'alerte, hein, c'est pas eux qui hackent, les gens disent pourquoi ils n'ont pas hacké, mais Wikileaks n'est pas une organisation de hackers. Donc, ils reçoivent des documents démocrates. S'ils avaient reçu des documents républicains, je suis absolument certain, ben bien sûr, je fais de la spéculation, là. Je suis absolument certain qu'ils se seraient fait un plaisir de les publier. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas parce qu'il y en a un qui publie et qu'il y a un autre fuiteur d'alerte de l'autre côté. L'histoire a voulu qu'il n'y ait qu'une fuite d'un seul côté. S'il y avait eu une fuite de deux côtés, peut-être que le sort de Julian Assange aurait été perçu complètement différemment par le public américain. Il y avait aussi une dernière chose, c'est que dans les courriers de Hillary Clinton qu'elle envoyait à ses aides, là on parle maintenant des courriers de Hillary Clinton qu'elle avait sur un serveur personnel, des courriers professionnels. Déjà, elle n'était pas claire hein, dans cette histoire, parce que vous savez que quand la FBI est venue saisir les disques des serveurs, elle les avait soigneusement démolis à coups de marteau, hein, le reste. Ce qui aurait valu normalement un joli procès pour elle. Pour l'instant, apparemment, elle s'en est sortie. Les accusations elle mérite la prison n'étaient pas complètement fortuites et gratuites de la part de Trump.
Elle a littéralement détruit les preuves et fait détruire les preuves physiquement d'autres problèmes qu'il pourrait y avoir, notamment le fait qu'elle ait elle-même transgressé les règles de sécurité du département d'État. Mais dans un de ses courriers, donc je reviens dessus, qui n'était pas, portait pas spécifiquement sur le sujet dont je vais vous parler, mais qui dans le courrier, elle reconnaît, elle admet, enfin elle admet, c'est pas une admission, une confession, mais la façon qu'elle tourne la phrase, que l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont nos alliés, qui sont les alliés des Américains, finançaient effectivement et armaient l'État islamique en Syrie, que tout le monde combattait, soi-disant. Ce qui en soi est une révélation qui aurait suffisamment de poids pour que l'on interpelle Madame Clinton au moins une fois sur la place publique en lui demandant qu'est-ce qu'elle peut être clarifiée, ce qu'elle a écrit, est-il vrai? Chose que beaucoup affirment et dont je suis personnellement convaincu. Donc voilà, ça rentre, si vous voulez, dans mon schéma cadre idéologique. Je suis préparé à le croire, je le croyais avant, et là j'en ai que la confirmation, c'est que les États-Unis jouaient un double jeu, et l'Occident en général, en Syrie, en prétendant combattre un mouvement terroriste que par ailleurs leurs alliés finançaient et armaient discrètement. Ça, à lui tout seul, ce courrier de Hillary Clinton aurait dû provoquer des remous, mais non. Parce qu'en fait, dans toute cette histoire, au cas où vous l'auriez remarqué, à part le collateral murder, et pour les Français, les Macron Leaks, qui ne sont pas explosifs en soi, on parle très peu des révélations de Wikileaks, de contenu, de tout ce qu'ils ont publié ces dernières années, parce qu'ils ont publié des choses. Hein. Les accords transpacifiques qui étaient négociés en secret, les outils de la CIA en 2016, qui leur vaut la haine tenace de la CIA, quand ils ont publié les documents montrant comment les agences de renseignement américains, par quels moyens techniques ils réussissaient à nous espionner, nos téléphones portables, même lorsqu'ils sont éteints, que les smart TV, les téléviseurs sophistiqués de modernes, même lorsqu'ils sont éteints, peuvent être transformés en un microphone pour vous écouter à distance. Comment ils faisaient pour créer des emails en faisant croire que c'était des emails russes, à toute la parfaite panoplie de l'espionnage et de la propagande noire électronique américaine ont été révélés et publiés sur le site de Wikileaks. Je vous remercie, Monsieur Dash, pour cette magnifique réponse. Il est 23 heures, donc est-ce que vous auriez quelque chose encore à nous partager? Ah, je pourrais certains d'entre vous savent que je pourrais continuer pendant des heures. J'allais dire, Parce que ce que je peux vous faire à la limite- le chauffez pas. Alors, j'aimerais juste dire, à la limite, on peut faire ce partage. Je vous invite tous dans débat 1, comme ça va être des questions plus directes, vu que la conférence est terminée sur tout ça, plus directes à poser à Monsieur Dedache s'il veut nous rejoindre sur débat 1. On peut continuer la conversation sur débat 1, vu que la conférence est terminée.